Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le talk de France Info. Salut Bandini, salut Nawal, salut Margot, salut Jules, salut Sergio, salut Kyle, salut Tranche, salut Fugu Simon, salut Master Chiffre qui vient de nous rejoindre et qui dit c'est le bruit et la fureur. Oui, si tu veux. Comme tous les mercredis et les jeudis soirs de 17h à 19h, dans le talk de France Info, on pose ses valoches pour aller sonner à la réception du grand hôtel de l'actualité. L'actualité économique, diplomatique, politique, l'actu des sciences, de la tech, du web et des idées. 2 heures ensemble avec plein d'invités et vous dans le chat pour aller poser un stéthoscope sur le pouls de l'actualité, faire résonner ces systoles, parfois dissonantes dans l'écho du monde. 2 heures pour dézoomer et faire le point sur ce qui semble flou alors que parfois il y a un loup. 2 heures aussi, si vous le voulez bien, pour mettre un peu de raison dans les passions. Ce stream, on le fait ensemble, chers amis. Vous posez vos questions dans le chat. Moi, je les passe dans l'ordre ou dans le désordre aux invités. Vous avez le droit de tout dire, de tout questionner. Vous avez le droit de bougonner, même de râler fort. Le seul cadre dans le talk de France Info, c'est celui de la bienveillance et de la courtoisie. Et il y a Jérémy à la modée qui nous a rejoint. C'est lui, Yanamat, par ailleurs. Jérémy qui est là avec nous et avec moi pour vous garantir un espace de débat safe. Mais je vous fais confiance. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, les premiers jours de François Bayrou comme Premier ministre, avec déjà des voix qui s'élèvent. Fallait-il par exemple qu'il aille à Pau plutôt qu'à Mayotte? Mayotte qu'on n'oublie pas dans le talk, hein, c'est un sujet qu'on va vous proposer après le temps de l'urgence. Pour plus d'infos, donc sur le cyclone qui a dévasté l'île, vous allez retrouver tous les développements sur l'antenne de France Info, à la radio et aussi à la télé. Et nous, on va le traiter un petit peu plus tard, à la rentrée, je pense. Donc les premiers pas de François Bayrou, s'il en est, et les premières esquisses d'un gouvernement, ceci devant nous mener jusqu'à 18h, heure à laquelle nous plongerons le pif en avant dans l'océan des crypto-monnaies, dont le cours a bondi après l'élection de Donald Trump, et notamment le cours du Bitcoin. On va tenter d'y voir un peu plus clair, d'expliquer les mécanismes, d'expliquer les crypto-monnaies, la cryptomania, et de pousser tout ça dans la grande baignoire de la géopolitique. Ce sera jusque 19h pour l'heure, et pour l'instant, il n'est jamais que 17h12, on est un peu en retard, passé de 27 secondes à Paris, à peu près la même heure à Strasbourg, Zurich et Saint-Brieuc, 2 heures de plus à Doha au Qatar, et à l'hôtel de Matignon, la résidence officielle du Premier ministre de la France, François Bayrou, nouveau locataire de l'endroit, tente, vaille que vaille, de composer un gouvernement pour succéder à celui de Michel Barnier, emporté par une motion de censure. François Bayrou, nommé Premier ministre la semaine dernière, et dont les premiers pas suscitent déjà quelques crispations. Bonjour Aurore Malval. Bonjour. Salut Aurore. Ça va? Oui, ça va très bien et toi? Très bien. C'est un peu chaud, mais on a mis la clim, ça va descendre un peu très probablement, même si j'y crois pas beaucoup. Aurore, t'es rédactrice en chef chez Marianne. C'est ça. À tes côtés, Quentin Gérard. Salut Quentin. Bonjour. T'es journaliste politique. Oui, tout à fait. Et à tes côtés, en face de moi, Émilie Zapalski. Salut Émilie. Bonjour Ludo. T'es éditorialiste politique, fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Salut et bienvenue à tous les trois. Premier jour de François Bayrou et déjà quelques premiers faux pas. Est-ce qu'il fallait vraiment aller à Pau, par exemple? Qui se lance? Bon, moi, si vous voulez, je pense que donc il est maire de Pau, hein, il faut le signaler depuis 2014, donc c'est sa responsabilité. C'est vrai qu'il a voulu aller à Pau pour plusieurs raisons. D'abord pour sa responsabilité de maire, il y avait un conseil municipal. Ensuite parce qu'il voulait montrer aussi, il a essayé de l'expliquer hier très maladroitement au moment des questions au gouvernement, en tout cas questions à Bayrou, puisqu'il n'a pas de gouvernement pour le moment à l'Assemblée. Il voulait essayer de montrer que les territoires comptaient autant que les métropoles et donc un conseil municipal d'une ville 70 000 habitants, voilà, c'était valable aussi. C'était très maladroit parce que entre le moment où il a pris ses fonctions et puis lundi où il s'est rendu au conseil municipal, il y a évidemment eu ce terrible drame du cyclone qui a balayé Mayotte et tous les ministres démissionnaires et notamment Bruno Retailleau sont à fond sur cette crise parce que c'est terrible ce qui se passe à Mayotte, avec une partie des logements dans le nord de l'île qui sont complètement détruits. Et globalement, déjà, il y a eu une conférence de presse un petit peu apocalyptique le dimanche où il est parti, tout simplement, sous le nez de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire. Il faut revoir la séquence, hein. Il parle et puis il s'en va. Alors voilà, il y a Bruno Retailleau qui parle, c'est le moment des questions. Il y a François Bayrou à sa droite qui prend le micro en disant bon pour les questions, je laisse Bruno Retailleau prendre la suite. C'est même pire que ça, c'est qu'une question est posée et il dit je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à la question. Il passe devant les caméras, devant Bruno Retailleau qui en reste bouche bée. Et même tout le monde d'ailleurs, hein, tous les gens qu'on voit sont assez bouche bée. Il part. Donc ça, première scène. Deuxième scène, lundi, il y a des réunions de cellules de crise justement pour parler de tout ça. Il l'a fait en visio et il préfère donc prendre un Falcon pour aller vite et à l'heure à Pau pour assister à ce conseil municipal. Le conseil municipal, soit, mais le moment était très mal choisi. On ne demande pas forcément au Premier ministre d'être
à Mayotte, il va y aller, Emmanuel Macron va y aller, mais c'est surtout le symbole de dire je fais la réunion de crise en visio depuis mon conseil municipal, et il a été évidemment très critiqué, très questionné hier et très en difficulté à cause de ça. Durant les questions au gouvernement, il n'a pas su s'en dépêtrer, et c'est même qu'il n'a pas su s'en dépêtrer, il a commencé en plus maladroitement, sans donner les quelques infos qu'il avait sur la crise, comme la nomination d'un délégué interministériel, l'hôpital militaire. Il a dit les choses très très tardivement, parce qu'il a dû se justifier de ce déplacement qui était, moi, pour ma part, je pense en termes de communication catastrophique, et même plus globalement, sa prise de fonction et toutes les consultations, pour le moment, c'est assez mollasson, je vais dire. Dans le chat, il y a Fugusimon qui dit c'est fou d'être autant à côté de la plaque. Il y a Kyle qui dit le problème, c'est juste qu'il ne voit pas le problème en fait. Oui, c'est presque il y a ça, Bandini oui, qui dit, parce que je trouve vraiment inacceptable ce que tu viens de dire dans cette polémique, c'est que le Premier ministre utilise un jet gouvernemental à 12 000 €, mon fric, dit Bandini, pour se rendre à Pau et exercer un autre job. Donc, oui, mais ça, il faut dire que quand même, s'il avait pris le train, bon, c'est 5 heures pour lui, mais il faut quasiment réserver un wagon entier, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut tout surtout le long du trajet. Le programmer à l'avance. Donc, il ne savait pas forcément, mais bon, c'est l'image, c'est l'image, on sait aussi que François Bayrou, il n'est pas non plus très proche des questions environnementales, c'est pas son truc. Scandalisé, voilà. C'est pas, voilà, ça tombe très mal, c'est pas bien. Pour rebondir peut-être à ce que tu disais au départ, oui, en fait, je pense que François Bayrou a cette chose, il voulait pas se montrer déconnecté, que lui, il est maire de Pau. Ce clivage Paris-Province, on se souvient, il y a quelques mois, avec le gouvernement Gabriel Attal, il avait tensé son gouvernement parce que, je crois, 10 des 15 ministres de plein exercice étaient des Parisiens ou des personnes issues de l'Île-de-France. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'à ce moment-là, le soutien à la province et le côté provincial devait aller à Mayotte, et c'était le territoire français qui, à ce moment-là, avait besoin de lui, ou en tout cas de sa compassion. Et, il a dit que la place du Premier ministre, c'était d'être sur le territoire national. C'était une bourde pas possible. Mayotte, c'est la France. C'est pendant les questions au Premier ministre où il répondait à un député de gauche, monsieur Stevie, le député écologiste, il me semble, tout à fait. Et il dit que à la fois le Premier ministre et le Président de la République, les deux ne peuvent pas être en dehors du territoire. Emmanuel Macron avait annoncé quelques temps avant qu'il allait justement à Mayotte, en oubliant forcément, on ne va pas lui faire ce procès-là, bien évidemment que c'était un lapsus. Et je rejoins aussi ce que tu disais juste avant, c'est que François Bayrou est en politique depuis les années 80. Il a un peu de bouteille quand même. Oui, à chaque fois qu'il prend la parole depuis des années, il a quand même une stature, il se pose en surplomb. Il a une expérience, et le voir pétrifié, patraque, tenir s'accrocher à son micro. Oui, faire des lapsus avec Mayotte comme ça, forcément, c'est un lapsus, on va pas le faire le procès là, mais ça va le suivre forcément, et une partie de la gauche en donne à cœur joie, mais ça va le suivre, et c'est pas possible de faire ce genre de lapsus. On l'a senti stressé, comme j'ai dit, patraque, et c'est assez bizarre au vu de sa stature et de sa carrière politique quand même. Moi, j'ai le sentiment... il y a deux aspects. Je pense qu'effectivement, là, on est très focalisé là-dessus. C'est pas non plus... ça va un peu rentrer aussi, c'est l'écume des choses. Et je pense pas... on va voir, en fait, tout reste à faire. Et les vrais... je dirais les vraies critiques qu'on pourra porter à ce que fait François Bayrou, je pense, vont arriver ou non, mais pour l'instant, c'est effectivement une erreur de communication. Tout le monde se focalise là-dessus parce qu'on est aussi dans cette période d'attente où finalement il n'y a pas grand-chose à manger, si je puis dire. Et donc, mais néanmoins, je trouve qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que je trouve que le message envoyé aux Outre-mer est quand même assez catastrophique, parce que c'est vraiment, en fait, on n'imagine pas. Si ça se passait dans un autre département français, Mayotte est le 101e département français, on n'imagine pas qu'un Premier ministre puisse continuer comme ça. La vie continue. Il a répondu à Mathilde Panot, j'aurais présidé le conseil municipal de la mairie du 7e, vous n'aurez rien dit. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Il a voulu jouer ce clivage, encore une fois, entre Paris et la province et être l'homme des territoires. Mais là, en fait, la question, elle n'est pas là. Il y a un département qui est pour moitié rasé, quasiment de la carte, une situation qui est dramatique. Et effectivement,
qu'effectivement, même si son emploi du temps lui permettait de suivre le conseil municipal de Pau, il n'aurait pas fallu montrer qu'il le faisait. Il aurait fallu peut-être s'occuper de certaines affaires en coulisses, mais c'est pas acceptable pour les gens de se dire, il est où le Premier ministre? Il est au conseil municipal de Pau. Ça semble un peu la palissade, quand je le dis. Enfin voilà, ça semble tomber sous le sens, mais voilà. Et le deuxième élément, je trouve que lorsqu'on le voit, François Bayrou au micro dans l'Assemblée nationale, on a le sentiment, qui peut être d'ailleurs assez touchant si on n'était pas dans le bordel sans nom dans lequel on est, si je peux me permettre, il se dit, ça y est, j'y suis enfin. Enfin, je sens une émotion, en tout cas, quand il parle. Et d'ailleurs, encore une fois, sa prise de parole commence par, très rapidement, il dit quelque chose comme « Je suis très heureux de vous retrouver, ça fait 9 ans ». Et on le sent sincèrement ému. On le sent aussi qui peut-être contemple avec un peu une certaine gravité, en tout cas, mais qui est personnelle. C'est-à-dire qu'il se voit, lui, un peu arriver là, dans cet hémicycle, et se dire « j'en suis là ». Alors qu'en fait, c'est un peu le même avec le chien là, qui dit « this is fine » et tout brûle autour. Je ne sais pas s'il se dit « c'est tranquille, François Bayrou », mais là, on a un peu cette impression un peu du coup qui crée un certain malaise de quelqu'un qui se dit voilà, j'y suis enfin, cette quête du pouvoir. Alors bien sûr, son rêve absolu, c'est la présidence de la République, mais Premier ministre, il s'y prépare quand même depuis au moins 2017. Il espérait être le Premier ministre d'Emmanuel Macron lorsqu'il a justement sacrifié, entre guillemets, son ambition présidentielle cette année-là pour le soutenir. Et ça ne s'est jamais produit depuis. Cet été, il avait fait offre de service. Il s'attendait peut-être à ce qu'il soit un recours, en tout cas, plus tôt. Et donc là, il y a enfin, et il y a un peu ce vertige, je trouve, de l'homme qui se regarde, et du coup, ce qui apparaît totalement en décalage avec la situation qu'il a à gérer. Oui, moi, j'ai pas trouvé touchant, j'ai trouvé c'est un homme d'émotion, il est toujours émotionné par... À chaque fois qu'il intervient, François Bayrou, il a l'air un peu ému. Moi, j'ai pas eu cette interprétation. Alors, je pense qu'il était en effet très gêné, et que du coup, il a fait ses lapsus, et cette idée que Mayotte, enfin, sous-entendu, qui était une maladresse, ne fait pas partie du territoire français. Mais ça, c'est terrible, parce que justement, les Outre-mer, c'est exactement ce qu'ils disent tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas considérés comme des Français. Même au Congrès des maires, on nous fait passer avant, et il n'y a jamais personne qui est au-delà des ultramarins qui assistent à nos discussions. Donc on a beau râler entre nous sur la vie chère et tout ça, mais on n'est pas tellement entendu globalement. Donc ça, c'était terrible comme faute. Et en plus, non, moi j'ai trouvé qu'il était gêné, mais j'ai trouvé aussi, et globalement c'est l'impression qu'il donne, qu'il est un peu là en dilettante. C'est-à-dire qu'en effet, il est arrivé à la fonction qu'il veut, tranquille, il suffit d'avoir la posture de l'homme expérimenté pour que ça réussisse. Non, le problème c'est que déjà on lui a donné une mission quasi impossible, Barnier s'y est déjà cassé le nez, c'est pas sûr qu'il réussisse, et je trouve que c'est terrible parce que moi je pense que ça a plus de conséquences que ça finalement, ces éléments-là, parce qu'on a senti depuis sa nomination qu'il y avait quand même un tout petit élan, une toute petite fenêtre de tir. On a senti que le Parti socialiste bougeait, ce qui est quand même assez incroyable, qui bouge par rapport à la France insoumise, qui décroche un tout petit peu en disant peut-être qu'on pourrait de loin pas participer au gouvernement, mais faire un pacte de non-agression, donc en gros non-censure. Et puis on voyait les autres bouger un petit peu en fonction. On commençait à se dire, tiens, est-ce qu'ils n'arriveraient pas, au-delà du budget, à se mettre d'accord sur quelques sujets avant la dissolution? Il y avait un tout petit trou de souris. Et là, on a l'impression que le soufflet est complètement retombé parce que les consultations se passent et que globalement les uns et les autres qui sortent disent non, on nous a rien dit, on nous dit rien, ça va pas dans mon sens parce que ça va pour l'instant nulle part. Et puis en plus, c'est maladresse. Donc il y a une espèce de truc qui fait que ça atterrit avant. On a l'impression que c'est déjà le navire a déjà coulé, quoi. Oui, c'est certes, je suis d'accord. Et on oublie aussi l'objet principal, c'est pour François Bayrou, de faire en sorte de ne pas être censuré à l'Assemblée nationale. Là, ce qu'on dit, les forces politiques, ce matin, j'écoutais Madame Tondelier, le patronne des écologistes, disait la même chose. Elle est sortie de son rendez-vous avec monsieur Bayrou, déçue, puis elle ne comprenait pas. Elle disait que lui-même était complètement déconnecté. Je crois que c'est avec les socialistes. Il a fait tout un cours d'histoire sur les sociodémocrates et sans rien proposer.
la droite, M. Wauquiez, pareil, redemande encore une fois un autre rendez-vous. Tout le monde est dans le flou, on n'avance à rien, alors que il y avait des fenêtres de tir. Les écologistes, le Parti socialiste et les communistes aussi se sont détachés de la France insoumise et on proposé à Bayrou de ne pas rentrer dans le gouvernement, mais de faire un sorte de pacte de non-censure, bon, avec leur ligne rouge, pas de 49.3, pas de loi immigration, mettre de l'argent pour les services publics, etc. Et on oublie tout ça, et puis on se retrouve coincé, alors que oui, il l'a toujours. Peut-être qu'il va se ressaisir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, peut-être qu'il va quand même réussir à les mettre un petit peu dans sa poche, et puis ça va repartir. On oublie aussi le budget, on ne parle plus du budget. Comment on va faire passer le budget, comment on va le voter. Bon, là, cet après-midi, il y a le projet de loi de finances qui a finalement le projet de loi spécial, pardon, qui a été adopté au Sénat après l'Assemblée nationale en début de semaine, pour conduire le budget 2024 l'année prochaine. Le budget, le PLF et le PLFSS l'année prochaine va arriver. Comment il va être voté? Comment ça va se passer concrètement? On est dans le flou complet, tout le monde est dans le flou complet. Bon, les journalistes un petit peu, les forces politiques aussi, et les Français forcément en même temps. C'est le flou, quoi. Moi, j'ai le sentiment que François Bayrou espérait en tout cas qu'il pourrait prendre son temps. Je ne sais pas si c'est lui d'ailleurs qui conseille Emmanuel Macron lorsque Emmanuel Macron attend que les choses se décantent comme ça dans l'attente, en attendant de voir justement comment, en faisant pourrir une situation, les uns et les autres vont s'en décoller et essayer de participer à sa résolution sans qu'il ait rien à faire. Mais c'est vrai que là, on a ce sentiment un petit peu qu'il est pris de court. Il est pris de court à la fois par la situation, bien sûr, on l'a dit, à Mayotte. Et ça, évidemment, je ne vais pas faire le qui aurait pu prédire. Bon, après, c'est vrai que la crise climatique, quand même, nous permet de prédire ces genres d'événements tragiques, malheureusement. Mais il y a quand même quelque chose où on sent qu'il a été pris de court, qu'il est aussi dans ses négociations. Et il y a un petit peu, alors, avec, bien sûr, de part et d'autre aussi des postures, c'est du jeu politique, c'est de la négociation. Comme on est dans une période de grand flou, tout le monde essaye d'avancer ses pions, parfois d'ailleurs en poursuivant plusieurs stratégies en parallèle, donc c'est pas toujours facile d'y voir très clair. Mais on a le sentiment, alors que certains groupes politiques, je pense notamment d'ailleurs au PS et à LR, disent « Monsieur Bayrou, venez avec votre feuille de route, proposez-nous des choses, dites-nous quel est votre programme et ensuite nous disposerons », ce qui pour eux bien sûr est aussi plus facile. J'ai l'impression que la stratégie qui est poursuivie par François Bayrou est plutôt de choper en fait des individualités, des poids lourds de ces partis-là pour les emmener avec lui et pour que du coup la censure devienne impossible, non pas pour une question de politique de fond, mais pour une question de personne. C'est-à-dire on ne va pas faire tomber le gouvernement où seraient tous les poids lourds de LR ou même... C'est pas gagné du tout, mais c'est aussi ce qu'il espérait au début. Lui, par exemple, contrairement à Michel Barnier, et d'ailleurs, ça n'a pas été très finement joué de la part de Michel Barnier, parce qu'il avait quand même une partie, notamment des LR, notamment Laurent Wauquiez, par exemple, qui était quand même à l'extérieur du gouvernement et qui ne se privait pas aussi de le critiquer. Idem pour tous les poids lourds macronistes qui ne lui ont pas facilité la tâche. Donc là, aujourd'hui, François Bayrou, et d'ailleurs on l'entend avec les noms qui fuitent, il est question de retrouver Elisabeth Borne au gouvernement, il est question de trouver Gérald Darmanin. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi pas Laurent Wauquiez? Alors, Laurent Wauquiez qui avait refusé justement le premier gouvernement. Je pense que François Bayrou, alors je pense qu'il a très peu de chance, mais en tout cas, il aimerait bien avoir tous ces gens à gauche. C'est encore plus difficile parce qu'il ne pourra pas, le maximum qu'il peut obtenir du Parti socialiste en tant que Parti socialiste, c'est cet accord de non-censure. Des participations au gouvernement ne pourraient être que des débauchages individuels et plutôt d'ailleurs de personnalités qui ont quitté le PS, qui sont des anciennes gloires, sans leur faire injure, de la gauche qui pourraient se risquer à rentrer dans ce gouvernement. Mais on voit bien qu'il y a une question, et notamment la façon dont il veut construire ce gouvernement resserré de personnalités, qu'il espère en fait avoir un gouvernement en tout cas qui paraisse peut-être plus équilibré entre les différentes forces politiques, mais ce qui est quasiment une mission aussi impossible parce que de toute façon ce gouvernement, on voit bien là Bruno Retailleau, alors qui s'est rendu quasiment je dirais indispensable, ce serait effectivement
quoi qu'il en soit par ailleurs, je dirais, toutes choses étant égales par ailleurs, quoi que dise le Parti socialiste, ça semble aujourd'hui difficile de débrancher Bruno Retailleau en pleine crise à Mayotte, alors qu'il a pris le dossier à bras-le-corps. Alors, peut-être que le... Oui, Bah, c'est contestable ça. Oui, mais je pense Bruno dans les tout Retailleau, ça premiers fait jours... pas longtemps qu'il est là, il y a Bah, l'administration centrale. Oui, mais bon. il est quand même enfin, en première ligne par rapport à ça. Alors moi, Symboliquement, ce que je vois, peut-être, ouais, mais symboliquement, et puis après, aussi bon. pour du coup la gestion de la crise, parce que si on dit bon ben, je pense que ça, Monsieur, ça, c'est terminé. La continuité. C'est symbolique, Oui, je éventuellement, pense que mais ça Ouais, marcherait quand même. ben, moi je pense que Avec un Darmanin, c'est ce qu'on avait dit pour le coup, ce que je vois plus, c'est si effectivement il y a un débat idéologique, mais là encore une fois, on n'a pas le sentiment que cette ligne est tranchée, parce que justement sur Mayotte, et c'est là où c'est très intéressant, je trouve, politiquement et sur le fond, c'est-à-dire que Bruno Retailleau n'a pas perdu de temps. Sa ligne politique, il l'a annoncé très clairement en disant que c'était la question de l'immigration illégale à voir avant tout, alors que du coup de l'autre côté, et notamment par rapport au Parti socialiste, c'est pas du tout cette conception-là. Et il y a la mat qui dit Retailleau qui accuse les habitants de l'île d'être des clandestins, c'est super, oui, la contaminité. Et il y a Nawal qui nous rappelle à l'ordre, qui nous rappelle qu'on doit dire démissionnaire. Si on oublie de dire démissionnaire, c'est sous-entendu que c'est ministre démissionnaire. Chers amis du chat, merci Nawal, bienvenue chez toi. Non, mais elle a raison parce que c'est vrai que moi je vois pas trop d'incidence qu'il y a un autre ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on est dans un tel bazar, et malheureusement pour Mayotte, que voilà, de toute façon, il faut se dire quand même quelque chose, c'est que même si on a l'impression que François Bayrou est un peu déconnecté, il se passe des choses pour Mayotte. Il y a un hôpital militaire qui se met en place, il y a des avions qui partent de la Réunion pour apporter de la nourriture, de l'eau. Enfin voilà, c'est pas parce que le grand chef, enfin les deux grands chefs ont l'air un petit peu déconnectés qu'il se passe pas des choses sur le terrain, et que l'administration et que l'État est quand même là, même si la tâche elle paraît tellement difficile à Mayotte, et en termes de reconstruction aussi. D'ailleurs ça faisait partie des questions d'hier qui étaient posées à François Bayrou: comment on va reconstruire, comment on s'assure que c'est reconstruit pour durer, et puis bon, Retailleau qui en met une couche sur les immigrés et la question immigratoire. Juste pour Retailleau, je pense que oui, il avait commencé à dire moi je peux rester s'il y a une loi immigration. Bayrou lui dit loi immigration, ça veut dire que la gauche peut pas compter dessus. Donc il est revenu en disant mais peut-être qu'il y a certaines mesures qui pourrait passer, mais en dehors d'une loi. Donc on sentait qu'il y avait, pareil, de quoi négocier. Ce matin, la position de Retailleau est beaucoup plus ferme en disant moi, pour l'instant, les Républicains, on s'y retrouve pas, parce que on n'a pas les coups des franches pour faire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est notamment immigration, sécurité, narcotrafic, qui peut être à la limite partagé par tous. Mais et même sur, j'allais dire, sur les idées, puisque tu parlais des idées, sur par exemple, les impôts sur les plus fortunés. Un levier qu'a utilisé Michel Barnier parce qu'il faisait relativement consensus, en tout cas à gauche, au MoDem. Et bien bizarrement là, même si François Bayrou est à la tête du MoDem, il paraît pas très chaud non plus là-dessus. Donc on se dit mais comment il compte faire un compromis entre ces forces politiques qui s'opposent autant, si même les tout petits dénominateurs communs, ou alors si il les prend pas, et si les urticants style loi immigration ou abrogation des retraites, il en parle pas. Enfin, il y a un moment, il va falloir en effet qu'il se retrousse les manches, et c'est de la négociation, c'est mettre sur la table ce qu'on veut pas, et négocier. On a l'impression que là, les parlementaires, ils vont s'occuper du budget, et François Bayrou, il fera ce qu'il fera. 14 janvier, c'est quand même assez tard pour le discours de politique générale. Il a dit peut-être les plus gros ministères là d'ici la fin de la semaine, et puis après en plus, on est habitué maintenant. On sait qu'on va attendre un peu. On est habitué à attendre, on est habitué à ce qu'il y ait des ministres démissionnaires pendant des semaines, on est habitué à ce qu'il n'y ait pas d'orientation politique. C'est quand même assez étonnant, quoi. Oui, et puis c'est toujours les gages à donner. On parle du ministre de l'Intérieur, mais Bruno Retailleau, c'est une des lignes rouges à la fois de la droite. C'est si Bruno Retailleau n'est pas reconduit place Beauvau, on ne rentre pas dans le gouvernement. À la fois à gauche, on a entendu plusieurs choses. À gauche, à la fois, c'est pas de Bruno Retailleau, ou si Bruno Retailleau est là, mais il n'y a pas de loi immigration. Ouais, c'est Bruno Retailleau sans Bruno Retailleau. Ok, mais c'est pour ça que on voudrait y voir un petit peu plus clair au niveau des gages. Et c'est là qu'on est toujours dans le flou. On parlait de Mayotte, c'est François-Noël Buffet également, qui est le ministre des Outre-mer.
démissionnaire des Outre-mer. Merci. On va nous reprendre sinon dans le chat. qui a commencé un travail à la fois à Mayotte, en Martinique et également la reconduction pose question également là-dessus. C'est bon, il y a des postures et c'est toujours le flou. Les gages donnés à la droite et à la gauche, comment François Bayrou va se débrouiller pour à la fois donner des gages à la droite pour qu'il rentre dans le gouvernement, parce que la droite attend quand même de rentrer dans le gouvernement, avec un soutien qui, dans tous les cas, qui sera moindre qu'avec Michel Barnier, parce que Michel Barnier était de leur rang, donc forcément... Ils étaient un petit peu obligés, et puis même sur le budget, ils seront beaucoup plus titillants sur le budget. On n'aurait pas imaginé que la droite LR, que M. Wauquiez, M. Retailleau acceptent autant d'impôts. Dans le budget les années précédentes. Là, ça m'étonnerait que... je pense qu'ils en accepteront moins cette fois. Oui, c'est pour ça. Là, ils vont être plus titillants là-dessus. On parlait de 20 milliards d'impôts en plus. Là, ça m'étonnerait qu'avec François Bayrou, ils acceptent autant d'impôts, sauf que c'est ce que demande également la gauche. Comment on va s'en sortir, quoi. C'est la question, et il faut que François Bayrou donne les gages et met des choses sur la table quand même. Mais au risque d'être très clivant, de diviser, de ne pas réussir à composer son gouvernement. Finalement, ce brouillard, c'est plutôt arrangeant pour composer un gouvernement. Oui, ça l'empêche de faire figure de repoussoir. Oui, c'est pour ça. On parlait d'un gouvernement. Je ne dis pas que c'est une stratégie, mais d'un gouvernement partir tout à l'heure. Un tiers de droite, un tiers de gauche. On se demande le tiers de gauche qui ça pourrait être. On parlait de l'ancien maire de Dijon. Moscovici aussi. Voir s'il accepte. Même si son mandat à la Cour des comptes vient bientôt s'arrêter, mais l'ancien maire de Dijon, également ancien ministre du Travail de François Hollande, mais qui ne sont plus au Parti socialiste depuis un moment. Ils ont essayé avec Karim Bouam, le maire de Saint-Ouen, avec Jérôme Guedj, avec Philippe Brun également, mais les socialistes qui ont leur carte dans le Parti socialiste et qui sont parlementaires refuseront, et de toute manière ils ont été clairs, s'ils rentrent dans le gouvernement, ils sont d'office virés du Parti socialiste. Donc à voir qui du Parti socialiste ou des anciens socialistes, des poids lourds, des personnalités comme il dit, peuvent rentrer. C'est très difficile parce que de toute façon pour le Parti socialiste, même la question de la non-censure, elle ne peut être justifiée envers les électeurs, c'est-à-dire le fait de sortir du nouveau Front populaire ne peut être justifié que par des gains programmatiques vraiment costauds. Je te coupe une seconde, Aurore, parce qu'il y a tous nos amis de LCP qui viennent de débarquer dans le chat. Salut, bienvenue chez vous. Merci LCP, salut les copains. On est beaucoup plus nombreux que tout à l'heure. Je t'ai coupé la parole. Je disais que pour moi, le Parti socialiste ne peut pas rentrer au gouvernement comme ça sans... c'est pas pour mettre quelqu'un au gouvernement. La seule chose qu'ils peuvent justifier, c'est de dire voilà, on a obtenu ça sur la réforme des retraites ou telle augmentation d'ailleurs d'impôts sur les plus riches ou réussi à infléchir telle autre chose, ou même peut-être, pourquoi pas, le SMIC à 1 600 €. Mais enfin, voilà, ça ne peut être que des choses très concrètes en disant sur le programme du nouveau Front populaire, il y avait ça et nous l'avons obtenu. Et c'est pour ça que nous avons cédé, cédé, le diront pas comme ça, mais en tout cas, c'est pour ça que nous avons signé ce pacte. Ça peut en aucun cas être à un moment une aventure personnelle de quelqu'un qui irait au gouvernement. Ce serait absolument pas compris, et puis ça ne servirait à rien en plus. Parce que cette personne avalerait probablement beaucoup de couleuvres sans avoir de réels moyens de pression sur la direction du gouvernement. Par rapport au budget, c'est intéressant. Je ne sais pas si dans le chat il y a des questions autour de ça, mais moi je me dis peut-être que François Bayrou ne va pas faire les 60 milliards d'économies et qu'il va essayer de découper ça, d'étager ça et de proposer une autre... parce que c'était aussi un peu un remède de cheval. C'était aussi une stratégie, je pense, de Michel Barnier, qui était aussi un peu ce choc de responsabilité. En tout cas, lui, sa stratégie était un peu de dire ça, de dire voilà, maintenant, stop, on va tous s'y mettre ensemble. Et c'était pour essayer de tenir aussi, de regrouper un collectif, si je puis dire, face à un défi, qui était comment faire 60 milliards d'économies, en tout cas, comment récupérer 60 milliards. Et là, je vois pas du tout François Bayrou pouvoir
négocier les mêmes choses et être sur une pareille cure d'austérité, hein, parce que c'était ça aussi qui se préparait, d'autant qu'il n'est pas dans la même situation non plus. Le contexte économique global n'est pas le même. On le voit avec tous les plans sociaux qui s'annoncent, les défaillances d'entreprises. Ça, c'était pas le cas cet été. Et je pense que ça doit quand même beaucoup inquiéter au ministère du Travail et enfin, un peu au gouvernement, parce que la remontée du chômage, qu'effectivement qu'on n'avait pas connu dans ce qui se profile là, c'est assez inquiétant et c'est pas vraiment, comment dirais-je, c'est pas vraiment compatible avec de si grandes économies. Oui, puis c'est pas compatible aussi avec des ministres démissionnaires, justement, un gouvernement qui se forme pas, parce que ça fait plusieurs semaines que ça se reproduit. Et globalement, la France, elle est un peu à l'arrêt. Les entreprises, elles investissent pas, elles embauchent pas. Les syndicats et le patronat se sont réunis hier pour faire part d'une déclaration, justement, alertant sur la situation économique et sur les conséquences vraiment très directes de la crise politique sur l'économie. Ça peut pas durer. Enfin, ça va avoir véritablement des conséquences beaucoup plus importantes. Au départ, on disait c'est pas très grave parce que le budget, on réussira à le faire voter avec la loi spéciale et tout. Mais en fait, il y a plein d'incidences en cascade qui sont très embêtantes pour les travailleurs, les travailleuses, pour les entreprises, pour énormément d'acteurs économiques et sociaux. Juste une remarque, moi je pense que c'est vrai qu'on a l'impression que cette fenêtre de tir à gauche, je sais pas s'il va la réactiver, parce que le risque, encore une fois, c'est de se remettre dans les mains du Rassemblement national, parce que si c'est pas le PS qui fait l'arbitre, c'est forcément le Rassemblement national. On sent que Marine Le Pen, elle monte un petit peu au créneau, alors sans être totalement menaçante sur la démission d'Emmanuel Macron, mais en commençant à dire s'il est de plus en plus affaibli, au bout d'un moment, la question de sa démission, elle se posera toute seule. C'est même pas nous qui la posons, elle se posera. Donc on sent bien qu'en fait, plus François Bayrou s'affaiblit, plus les autres, les partis politiques prennent des forces pour soit demander plus de gages, soit monter en puissance et demander l'élection présidentielle anticipée. Donc il est vraiment en position très fragilisée, quoi. Et ça ne peut pas durer indéfiniment et malheureusement, ça va quand même durer globalement, puisque 14 janvier, c'est quand même encore loin. Alors on aura avant le gouvernement, mais ça tarde quand même beaucoup. Yanama dans le chat dit ça fait quand même des mois qu'on n'a aucun gouvernement, aucun projet politique concret, et ça semble choquer personne. Si, parce que les acteurs, les agriculteurs, les entreprises, alors c'est vrai que les politiques ont l'air moins choqués, mais je pense que ce qu'on montre aussi, enfin moi j'ai l'impression que là les parlementaires se montrent, ils étaient très calmes d'ailleurs hier, assez responsables, parce qu'on sent que au-delà de chacun leur boutique, de défendre leur parti, oui, je pense que le message des acteurs économiques, agriculteurs et tout ça, ça commence à être relayé par les députés d'une manière tout à fait sincère et en disant il faut s'activer, et c'est peut-être eux qui auront la solution, c'est-à-dire d'essayer de se mettre d'accord sur ce budget malgré tout, malgré tous leurs différends. Oui, la question du budget pose vraiment question. Je ne vois vraiment pas comment le budget peut passer si, bien évidemment, s'il y a 49.3, il y a les grandes chances qu'il y ait une motion de censure et qu'elle soit votée. S'il y a un pacte en fait, la question du pacte de non-censure, de la non-utilisation du 49.3 sur le budget me pose question, parce que initialement, les oppositions votent contre le budget de facto. Donc, d'ailleurs, c'est François Hollande, je crois qu'on a parlé il y a quelques jours, qui a dit attention, si on dit pas 49.3 sur le budget, ça veut dire qu'il faut que nous, socialistes, soit on vote le budget, et donc on est considéré comme dans la majorité, ou soit on s'abstient. Même là, normalement, on pourrait être considéré comme dans la majorité. Et même si, par exemple, les socialistes s'abstiennent, c'est pas du tout sûr que le budget passe. Donc, ça pose vraiment question. On sait vraiment pas comment il peut passer. Et 149.3 à la fois sur la première partie du budget recettes, la partie dépenses, et ensuite le PLFSS, les trois budgets entre guillemets, 149.3, ça me paraît quand même fortement improbable. Marie Hunter, salut Marie Hunter, pose la question, est-ce que le patronat pourrait faire pression sur Emmanuel Macron pour sa démission? Je ne sais pas si c'est le lieu de répondre à cette question. Est-ce que les patrons pourraient faire pression sur Emmanuel Macron pour sa démission? Immédiatement, intuitivement, on a plutôt tendance à répondre qu'il n'y a pas vraiment de raison. Non. Je pense que c'est pas possible, mais en fait, personne. Il y a que. Mais par contre, la question de la démission d'Emmanuel Macron peut se poser. Mais il y a que lui qui peut décider ça. Donc, de toute façon, ça serait des pressions, en effet, soit politiques, soit économiques, soit sociales. Je sais pas si la jaune. La rue, oui, la rue. Mais en tout cas, forcément, s'il y a censure après censure, les regards vont se porter
vers Emmanuel Macron et la pression va augmenter. Et pas seulement des partis politiques, ça c'est évident. Mais sur la question du patronat, indirectement oui, parce que, comme tu disais, il y a énormément de défaillances qui sont annoncées. On arrive quand même à des moments où ça commence, l'alerte, elle commence à être orange-rouge, alors qu'avant on arrivait quand même... voilà, alors il y a des raisons, hein. C'est aussi parce qu'on arrive en fin de période Covid et donc les entreprises sont en train de rembourser les prêts qui avaient été garantis par l'État, on appelle ça les PGE, hein. Et il y en a beaucoup qui ont du mal et qui ont contracté un autre prêt pour rembourser le premier prêt et donc on arrive en bout de course. Et puis la situation actuelle, oui, elle crée une sorte d'attentisme de tous ces acteurs et ça, ce mur des défaillances, et s'il y a des vrais... ça peut pousser à la démission parce que globalement, c'est une espèce d'instabilité. Et globalement, le responsable de cette instabilité, c'est Emmanuel Macron avec la décision de dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je me souviens, cet été, le MEDEF n'était pas particulièrement content de la dissolution. C'est un euphémisme. En revanche, et d'ailleurs, ni les grands patrons, Bernard Arnault, etc., c'était pas été très, très satisfait même d'avoir pris si tardivement. Mais par contre, je pense que la chance, entre guillemets, d'Emmanuel Macron tient quand même justement au fait qu'il se pose en fait comme le rempart d'une politique économique qui plaît justement aux grands patrons et qui n'est pas en fait aussi celle qui est apparue, en tout cas souhaitée par les Français dans les urnes justement en juin, c'est-à-dire que en juillet aux élections législatives, il y a quand même eu une majorité de Français qui étaient pour un changement radical de la politique économique. Alors avec des nuances bien sûr entre les électeurs du Rassemblement national et ceux du Nouveau Front populaire, n'empêche que c'est pas justement cette politique économique guidée par les marchés, ces fameux marchés qu'on citait à chaque fois pour dire il faut surtout pas abroger la réforme des retraites, les marchés seraient furieux. Bon, voilà. Et Emmanuel Macron se pose bien sûr dans cette politique qui est très pro-marché, qui est néolibérale, etc. Et c'est parfaitement assumé de sa part. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas aujourd'hui atteint encore n'a pas fâché véritablement les grands patrons et justement ces milieux économiques parce qu'ils se posent comme leurs défenseurs et que c'est aussi, si moi je n'étais pas là, ce serait le chaos. Et ce serait potentiellement... Sauf qu'en créant l'instabilité, voilà, mais bien sûr, la note de la cette France est instabilité, dégradée. si elle se prolonge... Après, la note de la France dégradée, par exemple, c'est marrant. Moi, ça me rappelle... Enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, mais je veux dire, on voit qu'il y a ces pressions-là qui sont faites justement à des moments pour rappeler un petit peu, dire attention, faites pas n'importe quoi, on vous surveille. C'était comme ça, d'ailleurs, juste avant les élections législatives. Je me souviens plus quel avertissement qui avait été lancé, mais voilà, c'était attention, votez bien. Il s'agirait pas de plonger la France dans encore une période de turbulence, etc. Bon, de fait, la période de turbulence est arrivée, mais pas pour les raisons à ce moment-là qui étaient avancées. Donc oui, bien sûr que je pense d'ailleurs que cette question économique, elle est en réalité fondamentale. Et c'est aussi, si demain la situation économique de la France s'aggrave encore, c'est-à-dire qu'à la crise actuelle s'ajoute en plus un taux de chômage qui remonte en flèche, des gens qui n'arrivent encore moins qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, on oublie c'est aujourd'hui pas les gros titres, hein, mais je veux dire, c'est l'inflation, c'est dur pour tout le monde. Contrairement aux retraites, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Et cette situation, si ce mécontentement grandit, on peut se retrouver dans une façon, dans une période comme celle des Gilets jaunes, et peut-être même d'ailleurs encore plus grave, parce que on voit le pouvoir aussi chanceler, on voit le pouvoir aussi faillir et finalement manquer à la promesse républicaine et justement aussi avec cette question des élections, avec cette question du résultat des élections qui est pour beaucoup de Français aujourd'hui, ce qui se passe n'est pas conforme. Alors je ne veux pas parler de déni de démocratie, mais il y a quand même cette question des leçons en fait de ce scrutin qui n'ont pas été tirées. Et puis on voit deux camps là-dessus sur les scrutins qui ne sont pas tirés. C'est qu'à la fois il y a le Rassemblement national qui dit
si on prend le Rassemblement national, la France insoumise, grosso modo, bon, caricature un petit peu, mais ça fait 50% des électeurs, entre 40 et 50%. Il y a le Rassemblement national qui dit c'est un scandale, nous on s'est fait voler, on était les premiers au premier tour des élections législatives, il y a eu le Front républicain, c'est un déni de démocratie. S'il n'y avait pas eu ce Front républicain, on aurait eu une majorité absolue ou relative, bon, certainement plus relative qu'absolue. Et puis il y a le nouveau Front populaire qui, à la fin du second tour, dit c'est un déni de démocratie, c'est pas possible. On est la première force politique à l'Assemblée nationale, on a 193 députés, c'est nous qui aurions dû gouverner. Et ça, sur les 3 blocs, il y a 2 blocs qui disent cette chose-là. C'est vrai que ça pose question. Et bon, à la fois il y a la politique, à la fois la rue sur la politique économique, il y a les agriculteurs aussi qui pourraient faire pression. Sur l'économie, justement, on a vu ces derniers jours avec le Mercosur, la première phase de négociation a été signée. Ursula von der Leyen est allée à Montevideo, en Uruguay, pour l'acter. Les agriculteurs qui demandent l'arrêt ou en tout cas des clauses miroirs sur le libre-échange et pour le coup une politique néolibérale, mondialisée qui s'arrête. Et il y a une demande de protection là, à la fois tant au Rassemblement national qu'à gauche, une sorte de protectionnisme et pour le coup, je rejoins totalement du coup ce que tu disais, l'arrêt d'une politique néolibérale de libre-échange total, peut-être également remettre un petit coup à la politique de l'offre. C'est le grand dada d'Emmanuel Macron. S'il y a une chose à laquelle il ne veut pas qu'on touche, c'est ça, c'est libérer les entreprises, baisser les taux de l'impôt de production des entreprises. Peut-être que à la fois le Rassemblement national, à la fois la gauche, il y a une majorité sûrement à la fois dans l'hémicycle et dans la rue pour remettre en cause cette politique économique également. Ouais. Mais surtout qu'elle n'a pas porté ses fruits. En fait, le pari d'Emmanuel Macron, c'était que cette politique de l'offre qui visait à réduire les impôts pour les entreprises, ça créerait plus d'activité, donc plus de croissance, donc plus de fiscalité pour l'État. Donc globalement, un cercle vertueux. Ça a marché à un moment parce qu'on a vu le chômage qui baissait, on a vu les emplois industriels qui montaient un petit peu, on a vu l'attractivité de la France s'améliorer, et puis c'est en train de repartir en descente. Donc globalement, on sent que cette politique de l'offre, elle est assez fragile, elle est très questionnée par l'extrême droite et puis la gauche. Donc oui, ça peut tomber. Mais juste une précision, moi j'ai l'impression quand même aussi que c'est pas pour leur pardonner leur faux pas aux politiques, mais que ce soit dans les élections ou que ce soit en tant que consommateur, citoyen, consommateur, je me mets dedans d'ailleurs, on a des demandes un peu paradoxales parfois. On veut des produits écolos et tout, mais on veut pas payer trop cher. Donc quand les produits sont trop chers parce qu'ils sont écolos, on veut pas payer. On veut du moins cher, quoi. Donc on est à la fois, je peux citer des marques, chez Lidl, chez Lidl, Aldi, comme dans des marques beaucoup plus écolos. Enfin voilà, on a une demande qui est paradoxale. La demande aussi au niveau des élections, elle est troublante parce que quelque part, c'est comme si les Français avaient voté comme s'il y avait déjà une proportionnelle, donc avec des forces politiques qui sont en effet un peu éparpillées, quoi. Donc il y a tout et son contraire en fait là-dedans. Par exemple, il y avait aussi beaucoup de Français qui voulaient la censure. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas le chaos après. Donc qui dit censure dit quand même chaos. Donc c'est vrai que c'est un peu troublant. On rentre en fait dans une période. C'est comme si on avait une fin de cycle avec la droite, la gauche, des institutions qui tenaient, quelque chose qui tournait globalement, qui a créé beaucoup de déficits, beaucoup de dettes, beaucoup d'incompréhension sur la démocratie et tout ça. Mais là, on arrive à un peu une fin de cycle, quoi. C'est vrai que sur la démocratie, il y a des choses qui se questionnent. Ça pourrait faire partie des chantiers qui pourraient être ouverts parce que globalement, on sent que les citoyens, ils ont envie de participer plus aux décisions et on leur a donné la possibilité. Sauf qu'au bout du bout, c'est Macron qui a décidé, convention citoyenne pour le climat, grand débat, il n'y a pas de processus clair sur qui décide à la fin, donc ils vont plus le faire, quoi. Et en plus,
Et alors ça, moi je crois que je l'avais déjà dit dans cette émission, mais je serai au gouvernement. Je me serais servi justement pour ce gouvernement un peu d'intérêt général, des propositions de ce fameux grand débat, des cahiers de doléances qui n'ont jamais débouché sur rien. Et exactement, mais pour le coup, je trouvais que c'était plutôt pas une mauvaise idée, en tout cas d'essayer de relégitimer un petit peu ce gouvernement avec ce qui pouvait être pris encore comme, ce qui tenait encore comme préoccupation des gens, parce que ça remonte quand même. Mais c'est ça le grand problème. Moi, je suis pas forcément pour un arrêt. Enfin, effectivement, on sent qu'on est dans une période où la politique s'essouffle, où tout ça est un petit peu fatigué. Mais moi, je trouve que l'alternance droite-gauche ou gauche-droite, c'était plutôt quelque chose de sain. Et je ne suis pas persuadée. Enfin, là, ce que je vois aussi, c'est parce que depuis 7 ans, Emmanuel Macron a essayé d'épuiser cette alternance, de casser justement le mécanisme qu'il a créé. Et en fait, ça n'a produit que du vide et des gens, et justement de la désorientation et de ne plus savoir, comme tu disais, qui décide à la fin, qu'est-ce qui est quoi, avec des lignes de fracture qui n'étaient pas honteuses et qui en plus, je pense, correspondent aussi à l'idée que les gens se font de la politique. Alors parfois, ça devient des querelles politiciennes un peu stupides et ça peut être caricatural, mais c'est aussi comme ça que la politique se vit dans notre pays et je trouve que c'est pas idiot. Enfin, on doit pas plutôt le truc de dire en fait, je vais tout centraliser. Et encore une fois, là, je pense qu'on assiste d'ailleurs avec François Bayrou à un autre centrisme que celui d'Emmanuel Macron. Attention, alors on est dans la nuance, mais ce ne sont pas du tout, je dirais le ni de droite ni de gauche de François Bayrou n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Et c'est peut-être d'ailleurs dans une certaine mesure pourquoi la raison pour laquelle aujourd'hui les deux hommes d'ailleurs on voit qu'il y a des points de friction. Alors je pense par rapport à ça qu'il y a une partie que c'est réel, hein, évidemment, et qu'aujourd'hui, on est dans une période de tension extrême où tout sort, tout explose, machin. Mais je pense aussi que, d'ailleurs, ces différences de logiciels sont aussi un petit peu théâtralisées pour nous dire aussi quelque part que Emmanuel Macron, ce n'est pas François Bayrou, ce n'est pas Emmanuel Macron, et donc peut-être le président aurait enfin entendu quelque chose, justement, par rapport aux Français qui disaient qu'ils ne voulaient plus de lui. Et plus François Bayrou, paradoxalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus François Bayrou est faible, plus Emmanuel Macron est faible. Plus François Bayrou est fort, d'une certaine façon, ça protège aussi Emmanuel Macron, parce que la motion de censure qui ferait tomber François Bayrou, elle aura forcément un impact sur Emmanuel Macron. Mais c'est même, moi je trouve que sur la question du en même temps, ou du centrisme de François Bayrou. Finalement, c'est la première fois qu'on teste jusqu'au bout ce en même temps depuis 2017, relayé par François Bayrou qui a une manière en effet différente, mais qui était un des premiers à prôner le dépassement de ce clivage gauche-droite. Globalement, si là on va de censure en censure, c'est que globalement ça ne fonctionne pas. C'est très joli sur le papier, mais ça ne fonctionne pas dans la pratique. Moi, la crainte que j'ai, c'est que avec cette période, on passe, d'ailleurs les deux qui sont en lice pour l'élection présidentielle anticipée, c'est Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. J'ai peur qu'on passe de cette espèce de centrisme ou en même temps qui ne fonctionne pas, qui n'a pas attiré les foules, à quelque chose qui soit très polarisé, très radicalisé et qui ne présage rien de bon par rapport à nos... En tout cas, moi, je parle pour moi, là, pour le coup, aux valeurs que la France a toujours défendues. C'est vrai qu'être pris en étau comme ça par des extrêmes, c'est un drôle d'horizon pour la France, je trouve, et on a l'impression que c'est comme une route incontournable, quoi, qu'on y va tout doucement. Tu parles bien de l'extrême polarisation et tu ne dis pas que LFI est l'extrême gauche. Et tu dis que le Rassemblement national est l'extrême droite. Avant que le chat me saute à la gorge. Je parle en tout cas des extrêmes et globalement, voilà, en tout cas ça se dessine comme ça. Et juste une chose, c'est comme ça qu'à l'Assemblée, ils sont organisés. Il y a quand même l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Je le rappelle pour le chat. Voilà. Et voilà, il y a Mystica qui dit merci de préciser, j'allais quitter le stream pour être honnête. Voilà. Non, restez avec nous. Oui, c'est aussi le risque quand il y a 3 blocs comme ça, puis quand il y a un bloc qui ne veut pas gouverner avec les autres, qui croit il y a un petit peu le truc du centre de la raison. Nous on est on est le centre, on a raison. À côté c'est les extrêmes. À la fois on voit ça dans le Front républicain, on voit ça aussi avec une certaine diabolisation. Que républicain, parce que le Front républicain c'est encore. Oui, mais c'est plutôt dans ce que ça veut dire. Oui. Non, mais je veux dire, l'arc républicain, c'est vraiment ce qui était utilisé par justement les macronistes pour exclure à la fois LFI et le Rassemblement national.
national de façon symétrique. justement, Parce oui, que c'est ce que le je Front disais. républicain, c'était plus le barrage au RN. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Parce qu'un coup, ça va être le Front républicain pour mettre le Rassemblement national de côté. Après, ça va être la France insoumise ou le nouveau Front populaire. Quand il y a un bloc comme ça qui se croit hégémonique et qui est au pouvoir depuis longtemps et qui veut, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, le Rassemblement national et les filles, c'est pas 50% des Français, mais 50% des électeurs pratiquement. Donc, quand on met de côté comme ça 45-50% des électeurs, forcément, ça pose question. Et bon, on parle de coalition. Certains disent qu'on revient à la 4e République, à la 3e République avec ses différentes forces. Oui, avec des gouvernements qui ne tiennent pas très longtemps. 4e République, un gouvernement, ça tenait en moyenne 7 mois. Bon, là, pour l'instant, c'est avec Barnier. Bon, c'est 3 mois. La question des coalitions et de faire entrer des grandes coalitions. Coalition, pourquoi pas, avec le Rassemblement national, avec la France insoumise, pour espérer, je ne sais pas, redonner du baume au cœur un petit peu à la démocratie, fédérer les gens. Je ne sais pas si c'est rêveur, si ça peut se tenter. On voit ça dans l'Union européenne chez nos voisins. Bon, là, on a vu ça avec l'Italie, par exemple. Bon, ça c'est là un petit peu moins en Allemagne. La coalition vient de sauter, qui était centriste et un petit peu de centre-gauche également. Mais cette question de bouger ces différents blocs et de sortir de cette polarisation entre 3 blocs, est intéressante. Et il est en tout cas 17h59, passé de 55 secondes. Et c'est l'heure de nous quitter, mais juste avant, le très court mot de la fin, parce qu'après je dois vous jeter dehors, puisqu'il y a 18h pile, puisque je vois que mes 3 autres invités sont arrivés, que j'ai promis de vous laisser partir à l'heure. Le mot de la fin d'Aurore Malval. Eh bien, je vais juste Ou le mot de la suite. répondre, c'est le mot de la suite, juste pour te répondre sur l'Italie. La seule personne qui n'était pas dans la coalition, justement, qui avait des partis qui allaient de la gauche radicale à l'extrême droite, c'est Giorgia Meloni, et elle a été élue aux élections d'après. Quentin Gérard, le mot de la fin. Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non, j'ai hâte de voir comment François Bayrou va s'en sortir. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ou est-ce que son gouvernement va sauter dès le 14 janvier ou dès le 15 janvier, voir comment ça va se passer. On est dans une période compliquée où il n'y a pas grand-chose qui avance politiquement, mais pour nous, en tout cas, journalistes politiques qui regardent ces choses-là, c'est très intéressant, en tout cas, à voir. Et il y a pas mal de premières qui se passent sous la 5e République. Donc, bon. Émilie, le mot de la fin. J'ai surtout hâte de voir ce gouvernement, la politique, le discours de politique générale, et puis j'ai hâte de voir François Bayrou au travail. Au travail, monsieur le Premier ministre, 18h01, passé de 9 secondes. Merci à tous les 3. Je vous remets entre les mains délicates et bienveillantes, certainement, de Camille. Je vous souhaite une aimable soirée, qu'elle vous soit douce en tout. Nous, on reste ensemble avec vous dans le chat, avec 3 autres invités pour aller voir ce qui se passe du côté des crypto-monnaies, de la cryptomania, et en particulier ce qui se passe en altitude, là très haut, là très loin, où le cours du Bitcoin tutoie des sommets, qui est passé au-dessus de la barre symbolique des 100 000 $, notamment depuis l'élection de Donald Trump, mais pas que, l'envolée du cours du Bitcoin, qui met en lumière des enjeux qui touchent à la fois à l'économie, à la régulation, puis à l'environnement aussi peut-être. C'est ce qu'on va voir pendant une heure, lapsus, pendant 1 heure, avec 3 autres invités. Bonsoir Claire Belva. Bonsoir. Claire, tu es présidente de Blockchain Partner, tu es experte en crypto-monnaie. Alors, effectivement, mais j'ai changé de poste depuis. Ah zut, ma fiche n'est pas du tout à jour. Alors, je la refais. Claire Belva, donc tu es Je suis directrice stratégie pour une boîte qui s'appelle Débloc, qui est un compte courant adossé à un portefeuille crypto. Eh bien, 1000 pardons. C'est pas grave. Bienvenue chez toi. Merci. T'es côté Louis Bertucci. Salut Louis. Salut Ludo. On s'est déjà vu l'année dernière pour parler du même thème. On va reparler du même thème, mais avec une actualité différente, évidemment. Tu es chercheur à l'Institut Louis Bachelier, tu es docteur en économie financière, spécialiste de l'analyse fondamentale des protocoles de blockchain. Tu n'as pas changé d'entreprise toi, Cette fois, c'est bon, ouais. Très bien. Et à tes côtés, Grégory Raymond. Pardon. Salut Grégory. Salut, bonjour à tous. Bienvenue dans Talk de France Info. Tu es cofondateur du média The Big Whale, spécialisé dans le Web3 et les actifs numériques. C'est parfait. Un confrère, en fait. Oui, exactement. Avant qu'on plonge dans les grands fonds de la géopolitique, et on va y passer un peu de temps, je suis navré, mais tout le monde ne sait pas exactement ce dont on va parler. On a 1 heure pour le faire. On peut peut-être commencer par un peu de lexique. C'est quoi une crypto-monnaie ? Ça vient d'où et en quoi c'est différent d'une pièce d'1 euro dans un portefeuille ? Allez, Vous avez 2 heures. J'allais dire en 1 minute. Alors, c'est quoi ? Première chose, déjà, ce sont des actifs ou des monnaies qui sont digitaux. Digital, donc il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets.
Ce sont des monnaies qui fonctionnent de pair à pair, comme le cash. C'est-à-dire qu'on peut, vous pouvez donner un billet de 20 € en cash, vous pouvez aussi envoyer une crypto-monnaie de pair à pair directement, sans intermédiaire. Et la grande différence avec les monnaies traditionnelles, c'est qu'elles sont décentralisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une banque centrale, il n'y a pas un État qui les contrôle. Ce sont vraiment des monnaies qui fonctionnent avec des communautés qui les entretiennent partout dans le monde. Donc les communautés sont évidemment plus ou moins grandes et plus ou moins décentralisées aussi en fonction des différentes crypto-monnaies. Et puis, dernière précision, pour certaines d'entre elles, notamment pour Bitcoin, il y a un nombre fini de jetons qui sont émis. Donc sur Bitcoin, c'est 21 millions maximum, avec une émission qui est programmée, lisible à l'avance, ce qui diffère là aussi beaucoup des monnaies traditionnelles. Et je pense qu'on peut introduire le mot interdit, en tout cas celui qui fait peur à tout le monde avec ce sujet-là, c'est la blockchain. C'est exactement la question que posait Crystalgre dans le chat. Ludo, c'est quoi blockchain? Bon, on va essayer de rester simple, hein, mais en gros, c'est le registre sur lequel on peut observer tout l'historique en fait, des transactions qui ont été réalisées en crypto. Donc il y a une blockchain par crypto, si vous voulez. Comment on produit du Bitcoin, par exemple? On fait tourner des gros serveurs qui vont effectuer des calculs mathématiques. Donc, donc ça va valider des transactions et aussi donc créer des nouveaux bitcoins. Mais du coup, comme le disait Claire, c'est limité à 21 millions d'unités. Donc un jour, les machines ne se contenteront que de valider des transactions, mais plus de créer des bitcoins. Bon, en fait, c'est comme ça que ça a été créé, comme l'a très bien dit Claire. Il y a une quantité de Bitcoin qui est créée à chaque unité de temps qui est déterministe, qui est complètement prévisible à l'avance. Et des agents, qu'on appelle les validateurs ou des mineurs parfois, font des calculs pour valider les transactions et en faisant ça, se voient octroyer des Bitcoins nouvellement créés. C'est comme ça qu'ils sont émis. Mais finalement, la seule chose pour laquelle c'est important, c'est que ça permet de garantir, le travail qu'ils font permet de garantir la sécurité et le côté infalsifiable de la blockchain et donc de cette liste de transactions qui permet à tout instant et à tout le monde d'être d'accord sur le fait de un tel a X Bitcoin, un tel en a Y. Voilà. On va faire des allers-retours entre la trame qu'on s'est proposée et le chat qui ne suit pas par définition forcément notre trame. Il y a la baguette marxiste, salut la baguette marxiste dans le chat qui dit déjà que la monnaie traditionnelle c'est indécent, mais alors la crypto, mais je reste pour en apprendre plus. C'est cool, écoute, reste avec nous la baguette, mais pourquoi il y aurait des raisons de considérer qu'il y a de l'indécence dans la crypto-monnaie? Souvent c'est un sujet qui vous passionne tous les trois, donc vous allez me dire que pardon. Souvent, c'est la spéculation qui revient beaucoup. Oui, et puis souvent, ça peut paraître, en fait, à première vue, pour des gens qui ont pas trop l'habitude du système financier et tout ça, comme un peu virtuel, basé sur rien. Mais en fait, quand on creuse un peu le sujet, et c'est sûrement ce qu'on va faire ce soir, on se rend compte normalement que tous ces petits arguments, ces petites intuitions qu'on peut avoir a priori, et que moi pour ma part j'ai eu aussi les premières fois, je pense qu'on a tous eu un peu cette histoire de dire c'est n'importe quoi, en fait en creusant on se rend compte que on arrive à démonter un peu tous ces petits arguments et à comprendre la vraie valeur que ça recèle. Mais le côté de la spéculation, en fait, je pense qu'il est inhérent à tout ce qui est innovant. Forcément, quand il y a quelque chose de très nouveau, mais il y a des gens qui spéculer sur tout, qui spéculent dessus. Mais spéculer, ça veut dire quoi? Ça veut dire parier, prendre des risques sur quelque chose qui pourrait devenir énorme après. Donc, ça se limite pas qu'au Bitcoin et pas qu'aux actifs financiers. Bon, pour continuer sur les généralités, pour baliser un petit peu le débat, donc ça peut être un investissement, la crypto-monnaie. Est-ce que c'est pareil que d'acheter de l'or ou du dollar, par exemple? Ça peut, et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui estiment que Bitcoin est une nouvelle forme, est un or numérique, en fait, sera un nouvel étalon monétaire mondial. Donc oui, on peut rapprocher ça d'autres actifs, on va dire, qui font référence sur le marché. Et alors, quand on dit que c'est comme le dollar, justement, curieusement, il y a plein de gens qui voient Bitcoin comme une manière de se dédollariser. C'est le cas notamment de certains États qui en ont marre de leur dépendance au dollar américain et qui ont plutôt envie de se tourner vers, alors ça peut être Bitcoin ou d'autres formes de crypto d'ailleurs, pour justement se trouver une sorte de plan B et éviter d'avoir les pieds et poings liés envers la politique monétaire américaine. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait le Salvador il y a quelques années, qui avait adopté Bitcoin comme monnaie et en cours légal. Alors Bitcoin n'est pas forcément ultra adopté comme monnaie au Salvador, mais c'est plutôt comme une sorte de plan B face au dollar qui est déjà omniprésent et qui rend le Salvador très dépendant des États-Unis.
Qu'est-ce qu'on répond? Je t'en prie, vas-y Grégory. Il y a quand même des petites différences par rapport à l'or. C'est que quand même le Bitcoin, on peut facilement le transmettre à quelqu'un à l'autre bout du monde. C'est quand même très très pratique. Alors pourquoi, comment? Eh bien, on envoie d'un wallet, donc un portefeuille numérique, à un autre. Ça revient en fait à faire comme une transaction sur Lydia, hein, si vous connaissez. Bah, c'est un petit peu la même chose en Bitcoin. Donc c'est quand même très pratique. Parce que pour envoyer une pépite d'or à 10 000 km, il faut quand même s'accrocher. Là, on peut le faire quasi instantanément. Donc voilà, c'est assez pratique. Le défaut par rapport à l'or, bah, c'est que c'est pas encore reconnu partout comme une réserve de valeur ou en tout cas comme un moyen d'échange pratique. C'est pas reconnu partout sur la surface de la Terre. On y travaille, ça se développe, mais c'est pas encore le cas. Ce débat sur l'or, il est intéressant en plus parce que les gens ont parfois l'impression que l'or, c'est précieux, c'est un bijou, c'est pour ça que ça vaut cher, etc. En fait, la réalité, c'est que ce qui fait la valorisation de l'or aujourd'hui, c'est pas les gens qui achètent l'or pour se faire des boucles d'oreilles ou des colliers, c'est les banques centrales, les pays qui ont des tonnes et des tonnes d'or stockées dans des coffres en tant que réserve. Et c'est ça qui fait la valeur. Donc c'est vraiment un consensus social en fait qui a décidé à un moment que bah, si j'ai de l'or aujourd'hui, je serai capable de le revendre demain ou dans 10 ans ou dans 50 ans. Et du coup, je vais en stocker au cas où il se passe quelque chose. Et il n'y a pas plus ou moins de consensus sur le Bitcoin. C'est juste que le Bitcoin, on ne peut pas s'en faire des colliers, évidemment. Mais rien n'empêcherait techniquement que ce consensus qui est sur l'or se déplace sur le Bitcoin ou sur n'importe quel autre actif et permette à cet actif-là de transférer de la valeur au cours du temps. Claire? Non, mais c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, si demain, les banques centrales, les États arrêtent d'acheter de l'or et d'utiliser ça comme réserve, finalement, ça voudrait aussi dire que le cours de l'or serait amené à nettement baisser, peut-être au profit du Bitcoin ou d'autres actifs. Mais finalement, c'est pas du tout la valeur des bijoux. Et c'est pourtant un argument qu'on entend souvent, hein. Moi, j'entends souvent des gens dire bah oui, mais derrière l'or, il y a quelque chose de tangible. C'est-à-dire qu'il y a de la matière et puis on peut s'en faire des bijoux, donc il y a une utilité, ce qui n'est pas le cas derrière Bitcoin. C'est qu'il y a un côté historique aussi. L'or, c'est utilisé pour ça depuis des milliers d'années. C'est la relique tribale, c'est ça? Le surnom? C'est ça. Donc en fait, il y a la relique barbare. Pardon, C'est la relique barbare. Ouais. C'est ce qui est. Je pense que c'est très implanté dans l'esprit commun, d'ailleurs dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Mais ouais, ce que tu dis, Claire, en fait, c'est tout à fait vrai. C'est pas tant que les. C'est une question d'offre et de demande finalement, quand on cherche à valoriser quelque chose. Donc quand quelque chose est valorisé cher, c'est soit que la demande est faible, soit que la demande est élevée, pardon, soit que l'offre est faible. Une banque centrale qui achète une tonne d'or et qui la met dans son coffre, elle réduit l'offre. Elle sort une tonne d'or de l'offre générale qu'il y a sur le marché. Et du coup, les gens qui veulent s'acheter des colliers avec, ben, il y en a moins pour se fabriquer des colliers. Du coup, nécessairement, le prix monte. Donc, worst case scénario, dans le pire des cas, les banques centrales se mettent à vendre l'or parce qu'elles se rendent compte que l'or, en fait, elles ne pourront pas le manger et que ça n'a pas de valeur tangible. À ce moment-là, évidemment, le cours de l'or s'effondre et ça ne vaut plus rien. Et rappelons quand même qu'on dit qu'il y a une quantité finie d'or sur Terre, ce qui est vrai, mais on découvre très fréquemment des nouveaux gisements. Tandis que le Bitcoin, vraiment, c'est sûr qu'il n'y en aura pas 21 millions, enfin, il n'y en aura pas plus que 21 millions. À part, on pourra peut-être en parler plus tard, si la communauté se met d'accord pour augmenter ça. Mais c'est une communauté qui est tellement conservatrice, qui est tellement réfractaire au changement que je doute que ça arrivera de sitôt. Bandini dit, bah oui, mais le Bitcoin, c'est quand même extrêmement volatile. Volatile. Ah, alors, je vous ai tous sursauté au même de moment. moins en moins. De moins en moins. Non, c'est clair, parce que il y a encore quelques années, moi quand j'ai commencé à suivre le secteur en tant que journaliste, c'était en 2016-2017, c'était assez fréquent qu'il y ait des chutes ou des montées de 30% par jour. Ça arrivait. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, ce genre de choses. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de liquidités, d'acteurs, et donc forcément, le marché est plus gros. Donc c'est plus difficile de faire bouger ce marché-là. Et c'est normal, c'est son institutionnalisation en fait. Effectivement, quand il n'y a pas de valeur tangible, c'est pas comme une entreprise où il y a un actif derrière, même si la plupart des entreprises aujourd'hui cotent extrêmement cher sans forcément de valeur tangible derrière, mais ça peut faire peur un peu. En plus, cette volatilité qui avait tendance à être très élevée, en fait, c'est tout à fait normal et c'est quelque chose d'un peu d'inhérent à une nouvelle classe d'actifs comme ça qui se crée. Effectivement, la volatilité a commencé à baisser et à mesure que l'adoption grandit, surtout auprès des investisseurs institutionnels, parce que ce n'est pas les investisseurs particuliers
qui vont avoir suffisamment de pouvoir pour faire baisser la volatilité, mais les investisseurs institutionnels se mettent de plus en plus dans le marché, et du coup la volatilité, on devrait s'attendre en tout cas à ce qu'elle continue de baisser. Ça n'empêchera pas des chocs de moins 30% sur une semaine, mais globalement ça devrait baisser. Alors, j'ai deux choses à ajouter là-dessus. La première, c'est qu'une des raisons aussi de cette volatilité, c'est que contrairement à la bourse, on ne peut pas fermer les marchés sur Bitcoin. Il est arrivé, par exemple, en bourse, qu'il y ait parfois je dirais des attaques. Je pense même à l'affaire GameStop, par exemple, où il y a plein d'investisseurs particuliers qui étaient allés sur qui étaient allés sur un marché pour faire beaucoup monter le cours d'une action. Et donc les marchés à ce moment-là avaient même fermé. Je me souviens de Robinhood qui à ce moment-là avait carrément censuré les petits porteurs pour dire non, vous allez arrêter d'acheter cette action. Le bouton sell, ils l'avaient. Exactement, ils avaient fait disparaître un bouton. Ça sur Bitcoin, c'est pas possible. En fait, vous ne pouvez pas fermer la bourse du Bitcoin. Ça n'existe pas. Il y a toujours des acheteurs et des vendeurs. Et puis les plateformes sont basées partout dans le monde. Donc voilà, il n'y a pas des horaires de marché, ce qui peut parfois exacerber aussi la volatilité parce qu'il peut y avoir des mouvements soit d'euphorie, soit de panique qui ne sont pas stoppés par des acteurs intermédiaires qui peuvent décider d'un coup d'enlever un bouton. Et la deuxième chose, c'est que la volatilité, ça se mesure toujours par rapport à un autre actif. Donc quand on parle de volatilité sur Bitcoin, en fait, on parle de volatilité par rapport au dollar ou peut-être à l'euro. Mais on parle de volatilité par rapport à certaines monnaies. Et il se trouve qu'il y a d'autres monnaies dans le monde qui sont, j'allais dire, tout aussi volatiles que Bitcoin, mais c'est une volatilité qui ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des monnaies qui perdent beaucoup de leur valeur. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont une thèse d'investissement sur Bitcoin, où qu'ils soient, ce sont des gens qui parient surtout sur la baisse de la valeur de leur monnaie nationale et donc sur la hausse du cours du Bitcoin. Donc oui, il faut aussi bien retenir ça, c'est qu'on parle tous de volatilité comme si le dollar était la référence mondiale. Voilà, si vous êtes dans un autre pays, vous n'allez pas forcément avoir la même vision des choses. Il y a Kyle dans le chat qui disait oui, mais c'est un crash informatique mondial, c'est finito le Bitcoin. Alors c'est finito beaucoup de choses, mais je pense que ça sera le cadet de nos soucis. Ouais. C'est ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent et c'est la réalité. Hein. Bitcoin est basé sur des échanges de communication sur Internet et tout ça. Comme nos monnaies beaucoup numériques. De choses. Si demain il n'y a plus Internet dans le monde, ça devient très compliqué. Et d'ailleurs, c'est anecdotique, hein, parce qu'effectivement, ce serait un problème, mais il y a des gens qui ont imaginé, alors j'ai plus les noms en tête des sociétés, mais il y a des nœuds de Bitcoin qui s'échangent des informations avec des satellites. Donc même s'il y avait une panne informatique au niveau des routeurs, etc., d'Internet physique terrestre, il y aurait toujours la possibilité de continuer de créer des blocs et tout à travers les satellites. C'est Blockstream qui a fait ça, ouais. Qu'est-ce que c'est Blockstream ? Blockstream, c'est l'une des plus grandes entreprises du secteur Bitcoin. Et vraiment, je distingue le secteur Bitcoin du secteur crypto. Et donc là, ils font du minage, ils développent plein de logiciels autour. Et donc voilà, ils ont réussi à mettre la blockchain Bitcoin dans l'espace. Je continue sur les généralités, il me reste encore 3 questions et après on plonge dans le dur, on fait de la géopolitique et tout. Est-ce que tout le monde peut en acheter ? C'est quoi l'avantage et c'est quoi le risque ? Oui, tout le monde peut en acheter. Effectivement, il faut quand même une... Je fais mes questions de journaliste un peu là. Il faut soit une connexion Internet pour aller sur une plateforme, soit il faut connaître quelqu'un qui en vend. Il y a des pays d'ailleurs où Bitcoin est interdit, où ça s'achète de pair à pair dans la rue, ça existe aussi. Mais oui, c'est ça la grande force de Bitcoin, c'est que Bitcoin n'évalue pas votre dossier pour vous permettre d'acheter du Bitcoin. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas d'où vous venez, qui vous êtes, quelle est votre richesse, votre genre, votre couleur de peau, etc. Ça dépend quand même si tu passes par des plateformes centralisées qui vont effectivement, qui sont réglementées. Donc toutes les plateformes d'échange dans les zones, en tout cas comme en Europe, ont l'obligation comme une plateforme d'action par exemple ou un broker d'action, de demander qui sont leurs clients, ce qu'ils font. Et si c'est des petits montants, c'est une chose. Si demain il y a un client qui veut acheter 1 million d'euros par jour de Bitcoin, ça va être encore un autre niveau de réglementation. Et ça, c'est tout à fait... on pouvait tout à fait s'y attendre. C'est d'ailleurs pour ça que les bitcoiners les plus puristes n'aiment pas la réglementation, parce qu'ils considèrent que ça pervertit le protocole Bitcoin qui avait vocation à être plus transparent et ouvert à tous. Et pour ceux qui sont intéressés et qui nous écoutent, en gros, on va sur un broker en ligne, un courtier, il y en a plein, vous pouvez trouver la liste de toutes les plateformes régulées sur le site de l'AMF. Et en gros, c'est comme... l'autorité des marchés financiers. Exactement, et c'est comme quand on crée un compte sur Boursorama, Revolut, enfin n'importe quelle banque en ligne, c'est la même chose, on fournit des documents d'identité. Et après, voilà, quoi, on peut acheter. Il faut faire un petit virement pour avoir donc un solde en euros, et on achète un peu ce qu'on veut, et c'est très simple. Hein. Et à noter aussi juste
non pas que ce soit un conseil, mais aujourd'hui c'est considéré comme une valeur mobilière, en tout cas en France. Donc ça impose un certain nombre Il de faut que tu expliques déclarations. ce qu'est une valeur mobilière, peut-être. Une action, un titre financier, quelque chose comme ça. Donc ça impose un certain nombre de déclarations fiscales, etc. Donc c'est, même si, comme le disait très bien Claire, et conceptuellement, on est en dehors de toute législation, ça veut dire peu importe les règles que mettra l'AMF en place, ça ne changera pas la façon de fonctionner de la blockchain elle-même. Maintenant, l'AMF a le pouvoir de réguler, et je dis l'AMF, mais c'est aussi l'État et l'administration fiscale, a un pouvoir sur les gens et sur les citoyens français. Donc voilà, il y a un certain nombre de déclarations qui s'imposent. Et pour prolonger ce que tu dis, nous on utilise toujours le terme de crypto-monnaie. Or, en fait, c'est un peu faux parce que ce n'est pas du tout une monnaie au sens légal. Il faut plutôt parler de crypto-actifs. Parce que les monnaies, donc le forex, il n'y a pas exactement la même fiscalité dessus, par exemple. Qu'est-ce qu'on répond à Tranche qui nous dit ça y est, ça va parler de capitalisme pendant 1 heure? Bon, déjà, c'est moi qui ai choisi le sujet, avec Camille, bien sûr, donc je pense qu'on ne va pas parler de capitalisme pendant 1 heure. Et par ailleurs, il ne nous reste pas tout à fait 1 heure. Mais qu'est-ce qu'on répond à Tranche que... Si je peux me lancer dans une réponse, peut-être, je dirais que c'est... Pour défendre la thématique qui nous occupe. Oui, c'est qu'en fait, il y a une certaine idéologie fondamentale au Bitcoin, et depuis sa création, c'était ça. Quand on veut mettre en place un système qui plus est informatique, qui soit complètement ouvert, c'est-à-dire on décide de ne pas exclure, de n'exclure personne. On met des règles en place et on dit n'importe qui suit ces règles-là peut participer au réseau, devenir validateur, faire des transactions, etc. Il y a une idéologie très forte en fait en termes d'incitation économique. Et du coup, ça peut rejoindre un peu des idées du capitalisme, mais ce serait plus juste de parler voilà, d'un système d'incitation économique en fait, parce que le système est designé et conçu tel qu'il est dans l'intérêt des acteurs de participer de façon honnête au système. Et si quelqu'un essaie de tricher ou de tricher d'une quelconque façon, cette personne sera punie. Il y a des règles vraiment de récompense et de punition. Et tout est basé là-dessus. Absolument toute l'industrie crypto qu'on a aujourd'hui est basée sur ces schémas d'incitation-là qui sont associés à une idée de liberté totale. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important qu'un autre tant que les règles sont respectées. Mais Bitcoin peut être de gauche aussi. Hein. Je suis sûr que la question va venir à un moment. Mais moi, par exemple, j'ai été énormément marqué par la crise des subprimes, qui est en gros un événement qui démontre que le système financier, les banques peuvent faire n'importe quoi et des gens peuvent finir à la rue à cause de l'activité des banques. Il y a eu le mouvement Occupy Wall Street qui est arrivé juste après et Bitcoin est arrivé juste après. Et Bitcoin, c'est quoi? En fait, c'est avoir un moyen de retrouver sa liberté économique, financière, sans avoir besoin de faire confiance à une banque. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont découvert Bitcoin à travers ce prisme-là. Ce n'est pas que pour devenir riche. On peut devenir riche, on peut devenir pauvre aussi si on fait n'importe quoi avec, mais c'est surtout une histoire de liberté et de se libérer du joug des institutions financières qui sont parfois pas très propres. Mais qui sont des autorités de régulation. Alors, une grande banque n'est pas une autorité de régulation. Oui. Qui sont des régulateurs, des acteurs de la régulation. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans tous les régulateurs? Après, c'est une autre question. Hein. Claire. Non, les banques ne sont pas des régulateurs, hein. Les banques sont régulées, sont des acteurs régulés. Mais une banque peut tout à fait avoir mais elles infusent de la régulation. Des pratiques abusives. Oui, elles infusent de la régulation. Bien. Elles pratiquent la régulation avec plus ou moins de zèle d'ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant dans Bitcoin, c'est justement que ça vient en contre-pouvoir de ces institutions. Et donc, Bitcoin, ça fait bouger le système, même d'ailleurs s'il n'a pas beaucoup d'utilisateurs. Et c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire que Bitcoin est utile à la personne qui l'utilise directement, mais est aussi utile à la personne qui pourrait choisir de l'utiliser si jamais sa banque se mettait à avoir des pratiques abusives. Et donc l'existence même de Bitcoin, c'est un contre-pouvoir qui, à mon sens, améliore la société. C'est vertueux. Et juste peut-être pour compléter là-dessus, c'est vrai que je trouve toujours que dans les économies occidentales comme on a chez nous, en Amérique du Nord, etc., on perçoit assez peu ces problèmes parce qu'il y a
une crise bancaire ou une crise financière tous les 10 ans, mais C'est amorti. la plupart du temps, on a notre carte bleue qui marche, on peut payer dans un restaurant, on met l'argent sur le compte, dès qu'on veut le retirer, on peut le retirer. Il y a vraiment des zones, des pays et des gens qui ont fait une expérience, qui ont eu une expérience extrêmement différente. Parce que quand on a mis toutes ces économies dans une banque et que le jour où on a envie d'y aller, la banque elle est fermée et en fait elle nous dit bah, y a plus rien, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, il n'y a pas de garantie étatique, il n'y a pas tout ça. Ces gens-là qui ont déjà vécu des expériences comme ça comprennent beaucoup mieux et perçoivent beaucoup mieux l'intérêt d'avoir un bitcoin comme ça ouvert. Et en fait, quand on est européen, on a un peu du mal à comprendre à quoi sert Bitcoin, parce que c'est vrai que notre système financier, nos banques, c'est plutôt ok, quoi, il n'y a pas de souci. Mais quand on dézoome un peu, en fait, on se rend compte que pas beaucoup de personnes dans le monde ont cet avantage-là. Et en Argentine, c'est l'horreur. Au Nigeria, c'est l'horreur. Au Liban, c'est l'horreur. Il y a plein d'endroits où en fait Bitcoin, c'est pas un actif d'investissement, c'est un instrument de survie en fait. C'est l'inflation qui est terrible en fait dans des zones où il y a la planche à billets qui tourne H24 et où les prix sont multipliés par 2 tous les 6 mois. Ça arrive, c'est déjà arrivé au Liban comme la cité Grégory, etc. Tout vient, ces problèmes-là, et l'inflation vient du fait qu'à un moment, la planche à billets dérape. Et que quand on s'est mis à imprimer trop de billets, on ne peut plus arrêter. On est obligé de continuer d'imprimer de plus en plus et ça dérape totalement. Et en Bitcoin, ça, c'est pas possible. Parce que non seulement personne n'a le pouvoir de modifier les règles de création, mais en plus les règles de création sont complètement écrites et elles sont complètement déterministes. Et donc ces situations-là ne se produiront jamais sur le Bitcoin. À part si la communauté s'entend sur ce changement-là, mais ce qui me semble assez improbable. Débat. Mais Moi, ce ça me n'est semble aussi pas assez impossible. Pourquoi c'est improbable C'est improbable parce que c'est une communauté qui est très conservatrice et le moindre petit... Je parle de cette communauté, c'est la communauté Bitcoin. Qui sont ces gens? Donc les développeurs, les gens qui font tourner des nœuds, donc les nœuds en gros c'est les parties de l'infrastructure qui éparpillent le réseau un petit peu partout sur la planète. Donc ces gens-là donc sont très réfractaires au changement et en fait on l'a vu, hein, les moindres petites modifications qui ont été proposées ces dernières années, c'est pas passé. Ou alors ça demandait un débat mais énorme et des fois ça aboutit à des schismes au sein de la communauté, mais un changement aussi profond, aussi fondamental que les 21 millions, je pense que c'est pas près d'arriver tout de suite. En fait, ce serait un changement carrément de l'ADN de Bitcoin. Et donc, si un jour ça arrive, ce que ça veut dire concrètement, c'est que la communauté Bitcoin, telle qu'on la connaît aujourd'hui, aura elle-même changé. C'est-à-dire qu'elle aura peut-être été phagocytée par d'autres acteurs. Peut-être que si demain les États se mettent tous à venir dans la communauté Bitcoin, ils pourraient déclencher donc un changement aussi majeur. Mais même si c'est le cas, le plus probable, c'est qu'il y ait une version de Bitcoin qui subsiste avec cette offre fixe des 21 millions. Et c'est un point philosophique important aussi au sein de la communauté blockchain en général. En fait, la plupart des autres blockchains changent constamment. Enfin, quand je dis constamment, c'est tous les ans. Il y a beaucoup de modifications du protocole. Bitcoin, ça n'a jamais changé. Jamais. Et c'est une des valeurs du Bitcoin. Les gens de la communauté Bitcoin n'essaient pas de faire la blockchain la plus rapide, la plus efficace, etc. Ils veulent juste... Enfin, c'est comme ça que je l'analyse en tout cas, c'est qu'ils donnent au Bitcoin sa valeur en disant que le Bitcoin qu'on achète aujourd'hui fin 2024, ce sera exactement le même que le Bitcoin qu'on pourra utiliser en 2030, en 2040, en 2050. Alors que dans d'autres blockchains, ils se laissent vraiment la possibilité, on va pas citer les noms parce que ça va peut-être pas être connu, mais ils se laissent vraiment la possibilité de changer s'il faut tous les ans, plusieurs fois par an, pour essayer d'atteindre une efficacité très importante dans la façon de faire les transactions, tout ça, ce qui n'est pas du tout dans l'objectif de Bitcoin en fait. Mais une histoire aussi de rentabilité en fait du protocole lui-même. Là pour l'instant Bitcoin en fait l'économie qu'il y a dedans, c'est les mineurs donc sont incités à protéger le réseau. Donc en faisant tourner des grosses machines, mais ils sont payés pour ça. Ils sont payés avec les bitcoins qui sont créés à chaque bloc, donc à peu près toutes les 10 minutes, quand on valide des transactions. Et les frais qui sont payés lors des transactions vont aussi aux mineurs, mais les frais c'est une toute petite partie. Je sais pas, on doit être sur 1%, peut-être même moins. Mais le jour où il y aura plus de nouveaux bitcoins créés qui devront se contenter uniquement des frais de transaction, peut-être que ça ne sera pas suffisant et peut-être qu'ils seront finalement incités à débrancher leur machine, faire autre chose et peut-être que là, la communauté se dira il faut peut-être émettre des nouveaux bitcoins
pour assurer une soutenabilité au système. Bon, je pense que de notre vivant, on ne le verra pas, mais je suis sûr que la question se posera un jour. Parce qu'il faut que le cours du Bitcoin continue à évoluer, et si à un moment ça cale, on devra se poser la question. Grégory, je t'ai sous la main, mais il y a justement une question de la baguette pour toi. La baguette qui te pose la question. J'aimerais bien qu'il revienne, c'est toi, sur la crypto qui peut aussi être de gauche, parce que je vois vraiment pas comment, j'avoue. Alors il faut que tu arrives à convaincre la baguette que la crypto peut être de gauche. En fait, c'est une question que j'adore, et souvent avec Claire, on échange beaucoup à ce sujet-là. Claire, tu peux participer aussi si tu veux. Puis Louis aussi, Mais bien sûr. Pour moi, c'est vraiment le côté anti-banque. C'est vraiment pour la génération qui a pris de plein fouet la crise des subprimes, où on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas faire confiance aux banques, et que au final, les banques, quand elles font n'importe quoi, il n'y a personne qui va en prison, on socialise les pertes. Moi, je trouve que c'est un problème dans notre société aujourd'hui. Et Bitcoin, en fait, est un moyen de se protéger par rapport à ça. Moi, je dirais aussi que Bitcoin, c'est un commun, en fait. C'est une crypto qui est accessible à tous, on le disait, dont l'algorithme est transparent, et tout le monde peut aller s'en emparer. Alors, je ne suis pas en train de dire que Bitcoin va résoudre les inégalités sur Terre, c'est pas vrai. Je dirais évidemment que les gens qui sont plus riches, ils vont pouvoir acheter plus de Bitcoin. Ça, voilà, on est bien d'accord. Mais en revanche, moi, je trouve que Bitcoin est un commun bien plus que l'euro, en fait. Parce que les politiques de la Banque centrale, qui d'ailleurs est un organe qui n'est pas élu, on n'a pas de visibilité dessus, il n'y a pas de véritable contrôle démocratique. Et ça, pour moi, c'est un problème. Et donc, je trouve qu'une alternative à Bitcoin est hyper intéressante. Et se demander si Bitcoin est de gauche ou de droite, c'est un peu comme se demander si Internet est de gauche ou de droite. En fait, ça n'a pas vraiment de sens. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter. En fait, c'est un outil, c'est une technologie. Internet, est-ce qu'un téléphone est de droite ou de gauche? Est-ce qu'un tournevis est de droite ou de gauche? C'est un outil. Les gens, les communautés se l'approprient pour en faire ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est la beauté de Bitcoin, c'est que justement, c'est un outil qui est complètement libre. Donc, celui qui veut l'utiliser à sa façon est complètement libre de le faire. Mais on va peut-être en parler, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de leaders libéraux, voire libertariens, voire libéraux conservateurs de droite radicale, s'emparer du sujet bien plus rapidement et bien plus ouvertement que leurs adversaires de gauche. Et donc c'est aussi pour ça que Bitcoin et d'ailleurs l'ensemble des cryptos sont associés à certains courants politiques, ce qu'on peut déplorer d'ailleurs. Et une des raisons, il me semble, et notamment en France, c'est que les leaders d'extrême droite ont assez vite vu l'intérêt des crypto-monnaies parce qu'ils se sont retrouvés débancarisés à certaines périodes. Et donc quand vous vous retrouvez débancarisé avec des fermetures de comptes en banque, je vous garantis que la crypto, tout de suite, ça devient très intéressant, et pas que pour se faire de l'argent. Ça ne peut pas être que la seule explication. Moi, c'est l'explication principale que je vois. L'autre explication, c'est juste un opportunisme électoral. Une des raisons, je pense, pour lesquelles, par exemple, Éric Zemmour avait... C'est la défiance vis-à-vis des banques centrales, la BCE aussi, certainement aussi. Oui, après, il n'y a pas que la droite ou l'extrême droite qui sont défiantes vis-à-vis des banques centrales, je pense. Mais effectivement, je pense qu'il y a là un opportunisme électoral très fort, parce que c'est aussi un moyen d'avoir des opinions qui sont provocatrices et donc de se faire remarquer pour certains courants politiques. Et d'ailleurs, on l'a vu, et c'était drôle parce que c'était un désaccord entre, par exemple, Reconquête et le RN, où on a vu Reconquête qui était à la recherche de visibilité en 2022 avec Zemmour se positionner assez rapidement de manière favorable à la crypto, alors que le Rassemblement national, ça faisait des années qu'ils étaient plutôt favorables carrément à une interdiction du Bitcoin. Et donc, il y a là juste une espèce de tactique électorale qui, je pense, n'est pas intrinsèquement liée au fait qu'ils sont d'extrême droite. Il y a un cas international qui est paradoxal, qui est assez intéressant, c'est le cas de la Russie. La Russie développe énormément les transactions transfrontalières de ces entreprises avec le monde extérieur en crypto. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bannis du système SWIFT qui permet donc de réaliser des paiements internationaux. Par contre, à l'intérieur du pays, Bitcoin n'est pas du tout encouragé, les cryptos en général, voire interdite sur pas mal de plans. Donc c'est-à-dire en fait ça les arrange bien pour faire leur business, pour les grands corps de l'État, pour les grandes entreprises, mais par contre pour le peuple, on l'interdit parce que ça pourrait rendre un peu trop libre. Donc cette dichotomie, elle est assez intéressante, je trouve.
GR33 qui dit dans le chat, la crypto, c'est donc la réponse libérale, philosophiquement parlant, à la défiance des banques, pas vraiment de gauche. Donc la défiance des banques, c'est pas monopolistiquement de gauche. C'est l'avis de GR33. Il y a Bandini qui demande, c'est quoi l'impact direct du Bitcoin dans l'économie française? C'est compliqué comme question. Il y en Et a des pas, il y en a autres- pas Ouais, d'emploi. ouais, c'est déjà. ça. Il y a une vraie industrie maintenant qui s'est constituée autour du Bitcoin. Je pense qu'on en est tous les témoins. On en vit. On n'est pas les seuls à en vivre. On vit pas de l'investissement qu'on fait dans les Bitcoins. On vit du travail qu'on fait. Il y a un travail d'information. Il y a un travail de rendre l'accès aux cryptos facile aux gens, d'expliquer tout ça, sans parler après. Moi, c'est ce que je fais un peu plus, mais des utilisations dans le système financier. Maintenant, il y a les grandes banques qui s'y intéressent, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes un secteur d'activité qui se crée autour du Bitcoin et des cryptos en général. Je propose qu'on dézoome, qu'on prenne un bateau, qu'on traverse l'Atlantique. Le secteur des cryptos a crevé le plafond depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Comment on l'explique? Tout simplement parce qu'il a fait beaucoup de promesses très favorables au secteur crypto en général. Il a promis qu'il allait faire une réserve stratégique. Au début, il n'était pas très convaincu quand même. Ah non, il y a quelques Enfin, c'est ce années, qu'il disait, en il y a tout cas. quelques années, il qualifiait Bitcoin C'était de une scam, fraude, hein, ouais, carrément. Donc, oui. donc c'est vrai qu'il a changé d'avis. Probablement parce qu'il a vu qu'il y avait 20% des Américains qui détenaient des cryptos, qu'il a vu qu'il y avait une frustration du secteur crypto aux États-Unis. Et Donald Trump, c'est un businessman, c'est un pragmatique, donc il sent aussi qu'il y a de la croissance à faire, qu'il y a des emplois à créer. Donc c'est probablement ça qui lui plaît, plus que la décentralisation et la dédollarisation sans doute. Donc il a fait beaucoup de promesses favorables, et donc forcément le fait qu'il soit élu, ça fait aussi retomber un peu toute la pression politique et réglementaire qui existait sur les entreprises crypto aux États-Unis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à une montée du cours du Bitcoin avec les réalisations potentielles de Donald Trump et donc qui achètent en prévision. Il faut dire que l'administration précédente était très anti-crypto, que ce soit l'administration fiscale ou les régulateurs des marchés. Donc effectivement, il y a beaucoup de promesses. Et puis les États-Unis, quoi qu'on veuille penser, reste un acteur majeur, évidemment, sur la place mondiale. Donc quand le Salvador adopte le Bitcoin, ça a un petit impact quand même, mais modéré. Si c'est les États-Unis, pour l'instant, on n'est qu'à l'étape de promesse. Si ça se concrétise, effectivement, ça va avoir non seulement en soi beaucoup d'impact sur le marché des bitcoins et des cryptos, mais il y a aussi l'espérance peut-être, ou en tout cas la possibilité qu'un certain nombre d'autres États suivent la politique américaine. Et il y a un mouvement de fond qui vient quand même d'un petit peu plus loin, enfin juste en termes de mois, mais en janvier 2024, à Wall Street, on a vu l'apparition des premiers ETF Bitcoin, et ça a enclenché vraiment un mouvement aussi. Peut-être ce que sont les ETF. Oui, bien sûr. En fait, un ETF, ça permet d'investir dans le cas de Bitcoin. Donc très simplement, avec un compte titre, comme si on achetait une action. Sauf qu'en fait, il y a du Bitcoin derrière. Donc vous ne gérez pas l'achat direct, vous ne gérez pas la conservation. C'est comme acheter une action. Donc en fait, ça simplifie énormément l'accès. Et surtout pour les institutionnels, ça permet d'aller à fond dans le sujet, de ne pas avoir donc à les conserver, voilà, les risques de piratage et tout. Et en fait, ça a cartonné dès le premier jour. Là aujourd'hui, il y a à peu près, il me semble, 5% des bitcoins en circulation qui sont détenus dans des ETF. Ça fait moins d'un an, c'est considérable. Donc en fait, quand on a vu tout cet attrait institutionnel pour le bitcoin, forcément, les gens se sont dit, il se passe quelque chose. Donc ça, plus l'élection de Trump, c'était le cocktail gagnant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'élection de Trump, mais en fait, Trump, il est arrivé sur un contexte qui était déjà archi positif, avec un cours du Bitcoin qui avait, alors on n'était pas sur un x2, mais on était quasiment sur un x2 depuis le début de l'année. Donc certes, il a poursuivi l'augmentation de ce cours, mais il arrivait sur un contexte où il y avait effectivement les ETF, mais pas que. On est aussi dans une période où les taux d'intérêt directeurs des banques centrales sont en train de baisser. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des investisseurs qui avaient peut-être leur argent à la banque centrale et qui maintenant, voyant les taux d'intérêt qui baissent, se disent « Ah bon, je vais peut-être mettre mon argent sur des actifs un peu plus risqués, dont le Bitcoin ». Donc ça ramène aussi des flux sur Bitcoin. Et puis on est sur une année particulière sur Bitcoin, où il y a alors un événement qui s'appelle le halving, où en fait l'émission monétaire de nouveaux Bitcoin est divisée par 2. Et ça, historiquement, quand on regarde les 3 derniers halvings, ça faisait largement monter le cours. Donc, avant même qu'on arrive en 2024, la plupart des gens dans la crypto se disaient « Ok, en 2024, il va y avoir une hausse des cours ». Donc voilà, Donald Trump, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau pour les investisseurs, mais il y avait déjà beaucoup d'autres éléments cette année. C'est vrai, c'est ce qui est marquant de cette année par rapport aux autres phases des cycles haussiers qu'on a pu voir par le passé, c'est que, comme ça a été dit, il y a maintenant c'est de l'argent institutionnel. C'est pas des gens qui achètent
1000 euros, 10 000 euros de bitcoin, d'euros en bitcoin. C'est des gens qui vont acheter des centaines de millions, voire des milliards. Les ETF, donc les fonds dont parlait Grégory à l'instant, dans toute l'histoire des ETF, c'est ceux qui ont le plus, qui ont eu la croissance la plus élevée. Et d'ailleurs, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, les ETF Bitcoin ont dépassé les ETF or. Donc maintenant, il y a plus de Bitcoin dans les ETF que d'or dans les ETF. Donc ça montre bien qu'en tout cas sur la scène institutionnelle, ça prend une vraie place. Et le plus gros émetteur d'ETF Bitcoin, c'est BlackRock, qui est donc le plus gros fonds le plus gros gestionnaire de fonds au niveau mondial, plus de 10 000 milliards de dollars. Le produit le meilleur lancement de produit dans leur histoire, c'est l'ETF Bitcoin. Ça dit quelque chose quand même. La baguette marxiste, te revoilà la baguette. Retour de la baguette. Salut la baguette, reste avec nous, c'est chouette de t'avoir. Qui dit, il y a une chance que la crypto arrive un jour à la cheville des monnaies traditionnelles dans le trading. La baguette qui ajoute, ma question est peut-être mal posée. J'espère qu'elle est compréhensible. Il me semble qu'elle l'est. Est-ce qu'il y a une chance que la crypto arrive un jour à la cheville des monnaies traditionnelles dans le trading? Dans le trading, c'est-à-dire les marchés forex, oui. Donc l'échange des devises. Pourquoi pas, hein. Après, c'est juste une histoire de volume, d'adoption. Il n'y a pas de raison. Hein. En fait, ce serait... je trouve que c'est compliqué de faire ces comparaisons parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a envie, ça s'appelle crypto-monnaie, donc on a envie de le comparer à d'autres monnaies, mais en fait, ce ne sont pas des monnaies. C'est pas vraiment une monnaie, ou ce ne sera pas utilisé comme ça, c'est pas fait pour être utilisé comme ça. Il y avait un tout petit peu l'idéologie au début, mais aujourd'hui, la réalité, c'est pas le cas. Il y a finalement peu de gens qui pensent qu'on va vraiment remplacer les euros avec du bitcoin, etc. Donc, la comparaison, est-ce que sur la scène des marchés financiers, le bitcoin va pouvoir prendre une vraie importance? Oui, clairement, et c'est déjà le cas. Moi, ce que je dirais plutôt pour répondre à la question, c'est que je m'attends à ce que l'ensemble des actifs financiers, comme les actions par exemple, soient progressivement mis sur des blockchains. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines cryptos et infrastructures techniques qui ont du potentiel. C'est parce qu'elles apportent une forme d'optimisation technologique au monde économique et à la finance. Et donc demain, finalement, il y aura les actions seront sous forme crypto. Et donc cette question, pour moi, elle n'a pas tellement de sens parce que pour moi, un jour, le Forex fonctionnera sur des infrastructures crypto. Donc, et nos monnaies traditionnelles fonctionneront aussi sous forme crypto. On aura du crypto-euro, du crypto-dollar. C'est juste que le commun des mortels ne le verra pas nécessairement au moment de payer avec sa carte bleue. Mais c'est différent du Bitcoin quand même. Mais c'est très différent du Bitcoin. Alors pourquoi c'est très différent? Bitcoin, c'est vraiment, on le disait, c'est de l'or numérique, ou c'est en tout cas un projet de monnaie. Mais sur Bitcoin, on ne va pas s'amuser à jetoniser, créer des actions d'entreprise, par exemple. C'est vraiment un protocole à part qui a déjà un objectif qui, en soi, est un gros objectif. Maintenant, il y a plein d'autres crypto-monnaies qui se sont créées. Si on prend par exemple la numéro 2 qui est l'Ether, qui fonctionne donc sur la blockchain Ethereum, sur cette blockchain-là, il y a l'Ether, mais il y a aussi plein d'autres nouvelles crypto-monnaies qui sont créées. Par exemple, il y a du dollar qui circule aussi sur cette blockchain-là. Et donc, c'est du dollar qui va avoir la même propriété qu'une crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se l'envoyer de pair à pair sans intermédiaire. On va pouvoir l'envoyer à l'autre bout de la planète en quelques secondes sans avoir besoin de passer par X banque au milieu. Et donc ça apporte un vrai changement, une vraie amélioration technologique au monde économique et financier. Et donc c'est d'ailleurs ça que les banques regardent d'ailleurs. Évidemment, elles regardent Bitcoin en se disant peut-être que mes clients veulent acheter du Bitcoin, donc je vais faire une offre avec des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Mais elles regardent aussi les autres technologies, les autres cryptos, parce qu'elles pensent qu'il y a de la modernisation technologique à faire avec. Parce que là, on parle quand même beaucoup de Bitcoin, mais c'est très... Il y en a plein d'autres, hein, Il y en a plein d'autres, mais Claire a raison de parler d'Ethereum. Il faut absolument ouvrir ses chakras et ne pas regarder que Bitcoin. Moi, j'adore Bitcoin, mais j'aime beaucoup Ethereum aussi. Et on peut le comparer. Bon, après, c'est peut-être... Alors, attends, pour ceux qui débarquent un peu, c'est quoi la différence En fait, Bitcoin, c'est vraiment système de paiement, et encore qui échoue un peu dans cette mission-là, mais surtout réserve de valeur, hors numérique et tout, là, ça fonctionne très bien. Ethereum, la proposition, donc c'est conceptuel, mais c'est un ordinateur mondial. C'est-à-dire, en fait, c'est une blockchain sur laquelle on peut développer des programmes, des logiciels.
Et donc, c'est pas juste une crypto-monnaie qui circule sur une blockchain. On peut développer des choses dessus. Donc, on peut imaginer, je sais pas, par exemple Uber, mais sans l'entreprise Uber. Donc, ça serait juste du code qui fonctionnerait. Donc, il faut se rendre compte que là, on est au tout début de cette révolution. Pour l'instant, c'est beaucoup d'exploration, mais on a déjà développé sur Ethereum, par exemple, une application qui s'appelle Uniswap. Uniswap, ça permet d'échanger des cryptos contre d'autres, mais on n'a pas besoin d'intermédiaires. Donc, tandis que quand vous allez en bourse, il y a plein d'acteurs intermédiaires qui s'assurent que les flux se passent. Là, c'est sans intermédiaire. Donc, on peut imaginer plein de choses dans ce style-là. Et c'est Ethereum qui a le lead sur l'innovation dans ce genre de choses. Et moi, si je peux rajouter un truc, je trouve que c'est toujours périlleux de vouloir tout mettre dans le même sac. Et même si ça porte le même nom, c'est des crypto-monnaies, c'est des blockchains, pour moi, il y a une différence fondamentale, vraiment fondamentale, entre le Bitcoin et toutes les autres blockchains. Elles n'ont pas le même objectif, même si c'est des blockchains, le support c'est la même chose, mais c'est un peu comme si on comparait deux logiciels qui tournent sur le même ordinateur. Avec Word et avec Excel, ils n'ont pas le même but, on fait pas les mêmes choses avec. Donc tout ce qui a été dit, je suis à 100% d'accord, et il y a plein d'autres blockchains qui sont très prometteuses. Alors si on veut forcer le trait, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec le Bitcoin ? C'est ce qu'on disait, en fait, on stocke de la valeur. On transfère de la valeur sur le long terme. En tout cas, c'est ce que... Alors, malgré, avec le bémol, la volatilité, tout ça, on en a déjà parlé. Mais c'est en tout cas, pour moi, c'est là où je vois de la valeur. Les paiements, oui, il y a des initiatives pour faire des paiements avec des bitcoins, etc. La réalité, c'est que c'est peu probable qu'un jour les gens achètent leur baguette de pain en France avec du bitcoin. Si c'est le cas, à ce moment-là, on sera encore dans une sphère encore plus grande, mais déjà juste en disant on a un actif qui nous permet de stocker de la valeur sans intermédiaire à très faible coût, ça a vraiment déjà une importante valeur. Je vois quand même deux autres choses parce que effectivement il y a ce côté je stocke de la valeur, surtout quand je suis dans un pays où il y a beaucoup d'inflation, etc. Voilà, là c'est intéressant. Il y a un deuxième aspect aussi, Bitcoin peut être utilisé dans le cas où vous êtes sorti du système bancaire. On l'a vu par exemple avec Wikileaks, on le voit dans certains pays autoritaires, et donc là, c'est un instrument de financement et de vie, de vie économique. Et puis il y a une troisième chose qui est encore minoritaire aujourd'hui, mais qui existe, c'est sur tout ce qui est transfert d'argent à l'étranger. Je pense notamment aux remittances, sur lesquels il y a parfois des intermédiaires type Western Union, mais ils ne sont pas les seuls, qui prennent des frais quand même relativement importants. Et là, le fait d'avoir une monnaie qui est mondiale, ou un projet de monnaie, si vous voulez, qui est mondial, sur lequel les frais ne dépendent pas du montant. En fait, une transaction en Bitcoin, vous avez des frais qui sont entre 1 et 5 $ quand le réseau est relativement congestionné. Aujourd'hui, moi, ça m'arrive parfois de voir des gens qui transfèrent de l'argent dans d'autres pays. Quand je vois les frais qu'ils payent, mais c'est complètement ahurissant, quoi. Et le temps. Et le temps, en plus. Ouais. Tout à l'heure, il y avait une question, effectivement, une transaction, c'est combien ? C'est immédiat, une transaction ? Alors, sur Bitcoin, c'est 10 minutes, c'est le temps d'un bloc de transaction. Sur Ethereum ou d'autres, ça peut être plus rapide en quelques secondes, mais c'est toujours beaucoup moins que les heures, voire les jours que vous devez attendre quand vous passez par un intermédiaire. Ouais, parce que pour faire un virement aux États-Unis, de banque à banque, j'entends, il faut au moins 5 jours et une dizaine d'euros de frais. Quand on passe par une blockchain, c'est quasiment immédiat, et les frais, suivant la blockchain qu'on utilise, ça va entre des poussières de centimes, et dans le cas de Bitcoin qui est la plus chère, peut-être en ce moment c'est quoi, c'est de 3 euros pour une transaction, et peu importe le montant de la transaction. GR33 dans le chat, il n'y a pas de frais, c'est assez pratique pour s'affranchir des règles des États aussi. Moi j'y ajoute donc pour le meilleur, c'est ce qu'on vient d'expliquer, puis aussi peut-être pour le pire, parce que ça faciliterait peut-être aussi des transactions qui sont pas, qui ne sont pas légales, par exemple. C'est faire un faux procès aux crypto-monnaies. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. Des questions qui revenaient assez souvent dans le chat. Oui, alors... On associe les crypto-monnaies... Oui, c'est largement associé au financement du terrorisme, au dark web, etc. De la drogue, etc. Parce que, et ce qui est vrai, c'est qu'au tout début de Bitcoin, les premiers à s'en emparer, ça a été les criminels, qui, eux, ont tout de suite vu que ça pouvait fonctionner comme une monnaie. On n'arrête pas de dire que c'est pas une monnaie, mais finalement, bizarrement, pour le crime, on admet tous que ça marche très bien comme une monnaie. Il faut savoir que sur Bitcoin, on fait souvent ce reproche d'opacité, etc. En réalité, Bitcoin est d'une transparence qui est presque flippante. Et donc moi, le reproche que je ferais presque sur Bitcoin aujourd'hui, c'est qu'en fait, Bitcoin est très surveillé. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises maintenant qui se spécialisent dans l'analyse de données et qui sont capables d'identifier au moins
soit l'émetteur, soit le receveur sur quasiment chaque transaction. Parce qu'elles savent de quel exchange ça part, elles ont identifié déjà une grande partie des portefeuilles. Et donc, en fait, si vous essayez... Il est impossible d'être anonyme. C'est très très compliqué, quoi. Il faut vraiment des compétences techniques C'est l'idée qu'on s'en faisait à un moment. Vous pouvez essayer de vous procurer du Bitcoin, par exemple, en minant, pour avoir des Bitcoins qui sont nouvellement créés. De cette manière-là, vous passez pas par une plateforme et vous donnez pas votre identité. Mais ensuite, il faut que tous vos interlocuteurs fassent un peu la même chose. Il faut que vous n'ayez jamais besoin de repasser en monnaie traditionnelle. Donc, c'est quand même franchement pas évident. Et même avec ça, il y a certains réseaux qui ont été démantelés justement parce que le carnet de transaction était, une fois que vous avez chopé une adresse, vous voyez tout le carnet comptable et puis vous avez tout. Et donc, forcément, sur Bitcoin, c'est plus difficile. Et d'ailleurs, c'est une des critiques qu'on peut faire à Bitcoin. Certains disent, mais en fait, Bitcoin, si c'est largement utilisé demain, c'est quasiment l'ère de la surveillance, ce qui est carrément l'inverse de ce qu'on a dit pendant de ce qu'on disait tout à l'heure. 40, Exactement. Et donc, et c'est d'ailleurs pour ça que certains puristes se sont dit, en fait, il faudrait des crypto-monnaies plus anonymes que Bitcoin. Et donc, il y en a d'autres. Alors, il y a Monero, Zcash, voilà. Donc, il y a des crypto-monnaies plus anonymes. Donc, effectivement, peut-être que les criminels vont plus sur ces cryptos-là. Peut-être qu'ils vont plus sur le cash. D'ailleurs, c'est difficile d'avoir des chiffres là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez. Mais en tout cas, honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment un faux procès. Mais dans un bouquin que j'écris à paraître en janvier... Tu reviendras pour nous en reparler. Exactement. Non, mais en fait, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le colonel de gendarmerie qui gère vraiment le côté opérationnel de la lutte contre la cybercriminalité pour toute la France, donc. Et je lui ai posé la question, bon, l'état de la criminalité en crypto, c'est quoi? Il a dit, oui, effectivement, il y en a une, et elle est de plus en plus perfectionnée, donc il ne faut pas la nier, parce que c'est quand même assez pratique, hein. On peut faire des transferts à distance de fonds, les gens sont plus obligés de se donner rendez-vous. Mais Claire vient de dire qu'on peut les connaître facilement. Oui, c'est bien ce qu'il fait à la gendarmerie. C'est bien ce qu'il fait à la gendarmerie. On finit souvent par se faire avoir, mais en tout cas, les transactions, ils se font avoir après souvent. Mais ce que ce colonel voulait me dire, c'est que les services de police, en fait, se mettent au niveau, en fait, assez rapidement. C'est toujours un jeu du chat et de la souris. Mais là, aujourd'hui, disons que l'État, la justice a quand même largement les moyens pour se battre dans le cyberespace. Parce que pour faire simple, il y a des techniques que les développeurs Bitcoin mettent en place pour essayer de camoufler un peu les transactions, mais effectivement, il y a une trace tout le temps. Donc ça, c'est quand même assez coûteux. C'est-à-dire que c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir, avec un petit logiciel, savoir combien de Bitcoins son voisin a. Mais maintenant, une agence gouvernementale, tout ça, vont pouvoir le voir assez facilement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, enfin, moi je le dis souvent en tout cas, c'est que la plus grosse machine à trafiquer de l'argent, etc., c'est le dollar aujourd'hui. Les grands trafiquants d'armes, le grand banditisme international, tout fonctionne en dollars ou en or ou autre. Ils n'ont pas attendu le Bitcoin pour faire du crime. Et d'ailleurs, à des niveaux comme ça de réseau international, ça serait assez risqué, je trouve, non pas que je sois impliqué là-dedans, mais assez risqué d'utiliser le Bitcoin. Un bon sac de billets en dollars, ça c'est safe, quoi. Et pour donner un petit chiffre, en 2023, c'était 0,34% des transactions crypto qui étaient associées à une activité illégale. Donc c'est quand même assez peu. Certes, les montants augmentent parce que forcément il y a une adoption, mais la part totale, en fait, elle diminue. Et je pense que sur l'argent, enfin la monnaie traditionnelle, on est largement au-dessus. Hein. Et la grande majorité, en fait, d'ailleurs, de ce 0,34%, c'est plutôt du ransomware, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des personnes qui vont aller, je ne sais pas, hacker les ordinateurs, les systèmes d'information d'une entreprise, qui vont exiger des bitcoins en contrepartie de libérer leurs données. Donc c'est là-dessus, effectivement, qu'il y a un usage de bitcoin à des fins illégales. Ouais, ou des arnaques, des choses comme ça. Mais encore une fois, il y a la possibilité réelle de, quand c'est comme ça, des vols de crypto par des extorsions, de marquer les bitcoins, de marquer certains wallets en disant ça c'est criminel. Donc quelqu'un qui vole de l'argent aujourd'hui avec des bitcoins ou qui pirate en tout cas quelqu'un qui lui prend des bitcoins ne peut pas aller sur une plateforme d'échange et les vendre. C'est pas possible. Il va falloir passer par des mécanismes un peu plus sombres, un peu plus compliqués. Donc voilà, ça existe, c'est toujours possible, mais c'est pas le cœur de l'activité. Elidiasme qui dit salut Elidiasme, on ne te connaît pas bien dans le chat, bienvenue chez toi. Elidiasme qui dit après c'était pas la volonté du Bitcoin justement de responsabiliser les personnes à l'origine de transactions en rappelant que toute la chaîne est traçable. Bah si, un peu. Si, bien sûr. Mais il y a un aspect responsabilité qui est important, même dans la détention. Et Bitcoin, c'est vraiment le premier actif qu'on peut détenir soi-même
tout en restant sous format numérique. Quand on regarde, effectivement, l'euro, le dollar sont des monnaies qui sont largement digitales, sauf que l'euro ou le dollar sont des 0 et des 1 dans le serveur de votre banque. Et donc, dès qu'ils sont sous format numérique, vous ne les détenez pas en propre, c'est votre banque qui les détient pour vous. Et avec Bitcoin ou les autres cryptos d'ailleurs, on peut détenir soi-même de l'argent numérique en étant le seul à avoir son mot de passe. Mais forcément, ça implique un niveau de responsabilité important. Surtout après, c'est un peu plus technique, mais une des grosses différences aussi avec des euros et avec d'autres monnaies, c'est que la monnaie euro, dollar, etc., c'est une dette. Quand on a 1000 euros, en fait, personne n'a 1000 euros. Si moi j'ai 1000 euros, c'est en fait que sur un compte, c'est que ma banque me doit 1000 euros. Et que le jour où je les réclamerai, elle devra me les donner. Mais elle les a pas, je les ai pas, simplement une dette. Et si la banque fait faillite, et si la banque fait faillite, la dette s'efface. Quand on dit que j'ai un bitcoin, je l'ai. Il est à moi, c'est personne qui me le doit. Il est pas dans ma poche, mais il est dans mon wallet. C'est à moi de le sécuriser et tout ça. Mais c'est vraiment, je suis en autonomie avec la gestion de ce bitcoin. Vous avez vous consacrez tous les trois une partie plus ou moins importante de votre vie au bitcoin. Vous lui éprouvez donc certainement une forme de tendresse. Peut-être. Voilà. En tout cas, c'est votre truc, le Bitcoin. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, par ailleurs. J'aurais pu commencer comme ça. Cependant, il y a... mais forcément qu'on termine comme ça. Mais là, c'est une question... Voilà, c'est pas une question compliquée. Vous saurez répondre. Mais je peux pas ne pas la poser. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Que pose notamment Kaona Chichi. Salut, Kaona Chichi. Qui dit le réseau Bitcoin consomme plus d'électricité que certains pays, comme l'Argentine ou les Pays-Bas. Le minage, ça se fait dans les régions où l'électricité provient du charbon, du gaz naturel, et l'empreinte du carbone est très élevée. Alors non, vous allez répondre. Comment on fait Et pourtant, Kaona Chichi est sympa, puisqu'elle dit comment faire pour préserver le Bitcoin et la planète. Tu veux commencer, Claire ? Je peux commencer. Effectivement, le point qui me chiffonne le plus dans sa question, c'est le minage s'effectue dans la zone carbonée. En réalité, non, les chiffres qui sont donnés, mais qui sont en plus contestés par beaucoup de mineurs qui disent que la part carbonée est surestimée, sont un mix de 60% de renouvelables et 40% de non renouvelables, donc de carboné. Ce qui est un mix bien meilleur que le mix énergétique mondial. Donc Bitcoin, d'ailleurs, est la première industrie qui arrive à être meilleure que les autres industries et à avoir une part du renouvelable qui est plus importante que l'ensemble des autres industries. Et pourquoi elle l'est ? Alors, elle l'est pour une raison. Elle est de fait pour des raisons. Oui, elle l'est bien sûr pour des raisons bien particulières. C'est que les mineurs de Bitcoin, ils ont cette particularité qu'ils sont flexibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà se déplacer géographiquement et puis ils peuvent choisir de continuer à alimenter ou non leur serveur. En fait, l'énergie, c'est leur coût principal. Et donc, quand ils vont dépenser de l'énergie, ils ont plus de chances de gagner la compétition, donc d'être récompensés en Bitcoin. À l'inverse, s'ils arrêtent de miner, effectivement, ils n'ont plus de coûts et ils n'ont plus de revenus non plus. Et donc, les mineurs, aujourd'hui, ont un rôle très important dans l'équilibrage de certains réseaux électriques. Alors, c'est ce qui se passe au Texas, mais c'est ce qui se passe aussi dans plein de zones du monde où, effectivement, les mineurs arrivent, ils rentabilisent la création d'énergie. Et donc, par exemple, si on prend des énergies intermittentes, ce qui est le cas de la plupart des électricités renouvelables aujourd'hui, éolien, solaire, etc., vous avez parfois un surplus énergétique qui est produit. Et ce surplus, quand il ne trouve pas preneur, en fait, il est perdu. Et le surplus énergétique, aujourd'hui, c'est un vrai problème dans beaucoup de réseaux. Et les mineurs, le surplus, ils adorent. Parce que c'est de l'électricité à bas coût. En fait, eux, ils arrivent et vous disent, ton électricité, je te l'achète. Elle est pas chère. Et moi, ça m'arrange de consommer de l'énergie pas chère parce que j'ai une plus grande marge avec vis-à-vis de mes revenus que je vais tirer en Bitcoin. Et donc, les mineurs, ils vont naturellement s'orienter plus vers le renouvelable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mineurs sur le charbon, ça existe. Mais de moins en moins. Et les mineurs, aujourd'hui, ce qu'ils vont chercher, c'est notamment des sources d'électricité dites fatales, sur lesquelles il n'y a pas encore de preneurs sur le réseau, parce que c'est de l'électricité à bas coût pour eux. Et donc, il y a même des cas où vous avez des entreprises qui veulent aller créer, je ne sais pas, des barrages hydroélectriques, etc., qui disent, mais en fait, les mineurs, c'est génial, parce que ça finance mon infrastructure. Et sans mineurs, j'aurais pas pu faire cette transition énergétique et créer cette nouvelle source d'énergie. Et c'est là qu'en fait, on peut dire que dans certains cas et de plus en plus, Bitcoin peut aider à la transition énergétique en rendant plus efficient le modèle économique des producteurs d'énergie verte qui auraient produit trop d'énergie et n'auraient pas eu assez de vendeurs en face. Tandis que là, ils vendent tout, donc ça veut dire qu'ils peuvent investir ailleurs dans d'autres installations. Mais par rapport au charbon, c'est de moins en moins vrai. Pourquoi ? Parce que l'énergie produite par le charbon est chère. C'est cher le charbon. Et un mineur, c'est un acteur économique
pragmatique et en fait il veut gagner le plus d'argent possible. Donc il veut l'énergie la moins chère possible. Et l'énergie la moins chère, c'est l'énergie dont personne ne veut, c'est celle qui est gâchée et souvent qui émane des producteurs d'énergie renouvelable qui n'arrivent pas à vendre leur surplus. Et il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter, et je pense que on n'arrive pas à comprendre le sujet Bitcoin et la transition énergétique si on ne comprend pas comment fonctionnent les réseaux électriques. En fait, des fois sur les réseaux, il n'y a pas assez d'énergie. Donc en fait ça peut péter parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, il y a trop de demandes. Mais ça peut aussi péter quand il y a trop d'énergie. On ne peut pas mettre à l'infini de l'énergie dans les réseaux s'il n'y a pas assez de demandes pour l'absorber. Et en fait, c'est dans ces moments-là, c'est là qu'on peut brancher des mineurs de Bitcoin pour aider à équilibrer les réseaux et éviter que ça pète. Très concrètement, la question ne l'ai pas posée dans le chat, mais elle va l'être. Comment tu branches des mineurs sur le réseau ? Une prise électrique, tout simplement. Et on peut se brancher au réseau général, donc ce qu'on appelle la grid, mais le plus intéressant et le plus éco-responsable, c'est en fait se brancher directement à la source de l'énergie et pas sur le réseau. Par exemple, on va se brancher directement chez le barrage électrique et qui lui en fait va fournir plus ou moins d'énergie en fonction de ce qu'il peut vendre à côté au réseau général. Et comme ça en fait on s'assure que la source d'énergie est totalement verte. Parce que quand on se branche là, par exemple dans les studios, en fait le mix c'est quoi ? Il y a de l'éolien, du solaire, du nucléaire, il y a un peu de tout. Donc en fait on ne peut pas dire que l'énergie elle est verte ou pas. Donc, quand on se branche sur le barrage, là on est sûr à 100%. Et je pense que les États devraient, et le gouvernement surtout, devraient mettre en place des politiques publiques pour soutenir en fait la consommation, soutenir le développement des mineurs qui utilisent de l'énergie verte. Tout le monde y gagne en fait. C'est un très vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, peut-être la chose à rajouter aussi, c'est que effectivement, ça consomme de l'énergie, comme beaucoup d'autres choses. La question, c'est de savoir aussi, donc il y a la question du mix énergétique, effectivement, et de l'impact carbone qui est fondamental. Mais voilà, c'est sûr que ça consomme de l'énergie, et quand on le met en relation par rapport à un État, ça consomme plus que la Belgique ou je sais pas quoi, ça, c'est parce que c'est assez facile à faire en termes de quantité d'énergie. C'est assez facile de mesurer et simplement d'observer la quantité d'énergie que les mineurs utilisent. Ce qu'on a dit, c'est que la quantité de carbone qui est utilisée dans cette énergie, ça c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Et il y a deux choses pour relativiser un peu ce constat qui est réel. C'est que oui, peut-être ça consomme plus que les Pays-Bas. Maintenant, les Pays-Bas consomment 5% de ce que consomment les Américains, par exemple, ou de ce que consomment les Chinois. On est dans une échelle qui est vraiment complètement hallucinante. Et il y a plein d'autres choses qui consomment énormément d'énergie aussi. Voilà, il y a une histoire de coût-bénéfice à avoir aussi pour pouvoir... Et j'ai juste une petite anecdote. L'été dernier, on a dû éteindre une centrale nucléaire en France parce qu'on n'avait pas besoin d'autant d'énergie. Éteindre une centrale, ça coûte cher et ça peut potentiellement abîmer la centrale. En fait, le mieux, c'est de la laisser tourner. Mais on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas assez de consommateurs en face. On aurait pu brancher directement des mineurs de Bitcoin. EDF aurait pu peut-être un peu résorber sa dette. On serait peut-être pas obligé d'augmenter les impôts s'il y avait vraiment une politique ambitieuse grâce à ça. Donc en fait, Bitcoin, ça va pas changer le monde, mais en tout cas, ça peut permettre d'optimiser certains problèmes qu'on rencontre. Chers amis, il est 19h passé de 25 secondes et c'est déjà l'heure de nous quitter. Mais vous avez droit au mot de la fin. Claire, le mot de la fin. C'est la patate chaude que je refile aux invités. Ah ouais, comme ça, quoi. Ou le mot de la suite, si tu veux. C'est dur. Oui. Non, mais je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans la période actuelle, c'est que c'est la première fois qu'on parle aussi ouvertement de Bitcoin. Tu vois, moi, ça fait 9 ans que je suis sur ce sujet. Il y a 9 ans, on parlait de la blockchain. On a parlé après de tokenisation, on a parlé de NFT. Moi, j'ai été amenée à parler de beaucoup de sujets et on tournait toujours autour du pot. Et finalement, c'est la première fois là, depuis quelques mois qu'enfin, on peut vraiment se pencher sur le sujet Bitcoin sans que les modérateurs ou les organisateurs nous montrent la sortie. Et donc c'est très plaisant parce que enfin, j'ai l'impression que les gens s'intéressent à ce sujet. Et même s'il est toujours un peu clivant, sulfureux, enfin, on a l'occasion d'en parler vraiment. Donc merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu. Louis. Complètement. C'est une très bonne initiative de faire ce genre d'émission. Et il faut qu'il y en ait plus. Il faut que les gens se posent les bonnes questions. Je trouve aussi qu'il y a une évolution assez nette.
les gens maintenant arrêtent d'être complètement réfractaires. Enfin, en tout cas, les gens qui le sont baissent. La proportion baisse des gens comme ça. Mais voilà, le seul conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de s'éduquer. Déjà parce que c'est passionnant et sur tout un tas de sujets. Et ensuite parce que voilà, il y a une vraie industrie. C'est là pour rester. Le Bitcoin ne va pas disparaître l'année prochaine et ça va prendre une part de plus en plus importante dans nos vies. Donc il faut comprendre. Greg, le mot de la fin. Ouais, moi juste pour finir, bien sûr que Bitcoin, vous pouvez y penser comme un actif potentiellement pour gagner de l'argent. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé en fait dans ma rencontre avec Bitcoin, c'est les gens qui font partie de cette communauté. J'ai rencontré parmi les cerveaux les plus brillants que j'ai jamais rencontrés de ma vie. J'ai réfléchi à des choses auxquelles j'aurais jamais pensé avant, et ça m'a rendu, en fait, je vais pas dire plus intelligent, c'est pas ça, mais je me sens plus complet en fait dans ma réflexion sur les choses, sur ce qui m'entoure. Et en fait, pour moi, c'est ça la grande richesse de Bitcoin, c'est l'éclat intellectuel qu'il peut y avoir autour. Et ça touche à plein de sujets. C'est un sujet qui est effectivement clivant. En témoignent vos réactions dans le chat. De mon point de vue, effectivement, ça touche à plein de domaines, jusqu'à la philosophie, la mathématique. Voilà. On va continuer à reparler du Bitcoin dans le talk, même si quelques-uns d'entre vous, vous n'aimez pas ça, mais c'est promis, on va continuer à le faire quand même. 19h03, passé de 1 seconde. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous nos invités, à vous trois, à ceux qui sont partis tout à l'heure. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés jusqu'au 116 avenue du Président Kennedy et la Maison de la Radio, dans le 16e arrondissement de Paris, à une heure où c'est pas facile de circuler à Paris. Merci aussi à Pascal, à la régie à ma droite, à Stéphanie au visuel au 4e étage, à France Info. Merci à Camille à la programmation. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord pour poursuivre la discussion. Le lien est dans le chat. Et sinon, Jules va le mettre pour ceux qui veulent réécouter le stream. Avec le son de la Maison de la Radio et la Musique, par exemple, et avec les oreilles, vous retrouvez dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve déjà jeudi, donc c'est demain, même endroit, même heure, avec déjà un programme chargé, je pense. Cher Camille Rio, Camille, c'est le programmateur du stream. Qu'est-ce qu'on a au programme demain, Camille ? Merci. Alors pour demain, on a 2 grandes thématiques à aborder. Dans un premier temps, on reviendra encore sur François Bayrou. Et en deuxième partie, nous intéresserons au tribunal historique qui concerne Gisèle Pelicot et quelles sanctions vont être prises à ce tribunal. On suivra ça de près demain. Le verdict des viols de Mazan et un peu de politique. Merci Camille Rio, programmateur du stream. Rendez-vous donc demain jeudi de 17h à 19h. Pas vraiment de bonne heure, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut!